Ce matin, pour notre dernier bloc de conférence, je salue M. Messier qui s'est joint à nous ce matin. Ce matin, pour notre dernier bloc de conférence du colloque de l'ISFOR, on va avoir un bloc sur les impacts de l'aménagement sur la faune. Et on a la chance et le privilège d'avoir Angélique Dupuche, qui est professeure à l'UQOP et à l'ISFOR, et chercheuse à l'ISFOR, qui va venir nous parler un peu de ses travaux qu'elle effectue dans les plantations forestières. Et donc, j'en dis pas plus et je te cède la parole, Angélique, pour ta conférence. Merci, Benoît. Bon, on va essayer de... Est-ce que tout le monde voit les slides ou pas? Là, on voit ton PowerPoint. C'est bon? Oui, si tu pars le diaporama, là, c'est beau. OK. Je peux y aller? Quand tu veux. Bon, OK. Donc, bonjour à tout le monde. Bon matin. Comme vous allez le voir avec les conférences qui s'en viennent, on touche à divers thèmes de recherche dans mon laboratoire. Moi, je vais vous parler des plantations forestières et de la diversité faunique qu'on retrouve dans les plantations. Il faut savoir qu'à l'échelle mondiale, actuellement, c'est à peu près 7% des superficies forestières qui sont des forêts plantées. On a un exemple en bas à droite ici de plantation de palmiers à huile, dont on entend beaucoup parler ces dernières années. Et selon les projections, à la fin du siècle, c'est à peu près 20% de la superficie forestière qui serait plantée. Avec l'augmentation de ces superficies plantées vient toutes sortes d'interrogations liées notamment à la capacité des plantations de maintenir la biodiversité, qu'elle soit à la fois végétale comme animale. Et pour comprendre d'où vient ce questionnement, il faut pénétrer au cœur d'une plantation. Donc ici, j'ai mis des photos qui permettent de rentrer dans le cœur de différentes plantations qui sont communément rencontrées à travers le monde. Et qu'est-ce qu'on y voit? On y voit des forêts composées d'une seule espèce d'arbres, des arbres qui ont un diamètre très uniforme et qui sont plantés de manière équidistante. Alors si on compare ces plantations-là à ce qu'on retrouve normalement dans des forêts non plantées, et on a un exemple ici avec les forêts donc, tropicales humides, qu'est-ce qu'on voit? On voit une forêt donc, composée de diverses essences végétales, différentes espèces d'arbres, qui permettent d'avoir donc de la structure, on va dire, une stratification qui permet d'avoir la structure autant dans la canopée qu'au niveau du sol que dans les strates intermédiaires. Et cette complexité structurelle-là fait en sorte que différentes espèces animales sont capables de trouver un habitat dans cette forêt-là. Donc, on a une diversité faunique associée à ces forêts-là qui est intéressante. Si on retourne dans nos plantations, ce qu'on voit, c'est relativement à des forêts non plantées, c'est une simplification structurelle qu'on voit dans les plantations. Et cette simplification structurelle, souvent, est associée avec le fait qu'il y ait moins d'espèces fauniques dans les plantations, parce qu'il y a moins d'habitats disponibles pour la faune. Donc, ça donne lieu, les plantations, à ce genre de schéma dans la presse populaire, et notamment au Brésil, avec les plantations d'eucalyptus, où on voit les plantations d'eucalyptus ici en arrière-plan, et on voit la faune qui, en bon québécois, crisse son camp de ce paysage-là, tout simplement parce que les plantations ne fournissent pas un habitat adéquat pour ces espèces-là. C'est ce qui a valu, d'une manière générale, en fait, dès les années 60, on a collé le mot de désert biologique ou désert vert aux plantations forestières. Puis là, c'est des publications scientifiques, des titres, donc publiés en 2010, où on voit là que le terme de désert vert tient encore au corps là, des plantations. Une autre publication en 2010 et même encore en 2019. Donc, vous voyez que c'est vraiment un sujet qui est récurrent. On se pose beaucoup de questions sur la capacité des plantations à avoir une diversité autant faunique que végétale intéressante. Si on vient du côté du Canada, on a 3% de la superficie forestière qui est plantée au Canada. Donc, à l'échelle internationale, le Canada est un petit planteur, c'est ce qu'on peut dire. Le Québec, on le voit ici, c'est la deuxième province la plus plantée, derrière la Colombie-Britannique. Et que ce soit en termes de millions de semis plantés ou en termes de milliers de kilomètres carrés plantés. Alors, qu'est-ce qu'on plante au Québec? C'est avant tout du résineux, de l'épinette noire, de l'épinette blanche, du pin gris. Et dans une moindre mesure, on plante du feuillu. Et le grand gagnant feuillu planté, c'est le peuplier hybride. La raison étant que le peuplier hybride croît très vite. Donc, les plantations de peuplier hybride, dans des conditions parfaites, là, est capable d'être récoltées tous les 15-20 ans.
tandis qu'une plantation feuillue non plantée, là, pas une plantation, pardon, mais un peuplement feuillu non planté, ça va prendre à peu près 50 années avant de pouvoir récolter. Donc, l'utilisation du peuplier hybride permet d'augmenter les rendements forestiers. Donc là, ce que je veux vous présenter, c'est les résultats de 2 études qui vont permettre de répondre à la question, est-ce que les plantations forestières au Québec sont des déserts fauniques? Et plus précisément, on a dans ces 2 études-là été mesurée donc la diversité faunique dans des plantations et on a comparé cette diversité faunique-là à celle rencontrée dans des peuplements non plantés. Donc, ce que je vais faire dans la présentation, c'est d'abord vous montrer la méthodologie et les résultats de la première étude, puis de la deuxième étude, et à partir de l'ensemble des résultats, on va conclure sur si c'est vraiment des déserts fauniques ou pas nos plantations au Québec. Donc, pour la première étude, c'est un projet de maîtrise qui a été réalisé par Justine Fontaine-Topalov. Justine s'est rendue du côté de Latuque, comme vous pouvez le voir ici, et elle a échantillonné la diversité faunique dans 2 dispositifs. Un dispositif peuplier constitué de 7 plantations de peupliers hybrides et de 7 peuplements régénérés naturels après coup. Et elle a également échantillonné dans un dispositif résineux 5 plantations de mélèzes hybrides, 5 plantations d'épinettes noires et 5 peuplements régénérés naturels après coup. Juste pour vous donner un petit ordre d'idée visuel, voilà à quoi ressemblaient les plantations de peupliers hybrides échantillonnés et les peuplements régénérés naturels ici après coupe, donc en peuplier faux tremble. J'aurais aimé vous montrer des photos similaires pour les dispositifs résineux. J'ai malheureusement pas réussi à mettre la main sur les photos et je m'en excuse. Donc, je fais confiance à votre imagination pour voir à quoi ressemblent des plantations de mélèzes hybrides, d'épinettes noires, etc. Donc, qu'est-ce qu'on a mesuré comme diversité dans ces peuplements? La première chose qu'on a mesurée, c'est la diversité des carabes, qui sont ces bibites-là, des invertébrés qui se déplacent au sol. On les a capturés à l'aide de pièges-fosses installés au sol, qui ont été installés durant tout l'été 2015. En tout, ça nous a permis de recenser 28 espèces de carabes à travers les différents peuplements échantillonnés. Et on a également échantillonné la diversité des petits mammifères à l'aide de pièges Sherman. Notez ici qu'on a échantillonné uniquement les dispositifs peupliers ici, tout simplement parce que c'est très consommateur en temps et en énergie d'échantillonner les petits mammifères. Alors, on s'est concentré sur le dispositif peuplier pour ça. Ça nous a permis de recenser 5 espèces de petits mammifères qui sont illustrés là-haut. Si on regarde en termes de résultats, et qu'on se concentre d'abord sur la diversité des communautés de carabes, ici, vous avez les résultats pour le dispositif résineux, pour les plantations d'épinettes, les plantations de mélèzes hybrides et les peuplements régénérés naturels. Ici, sur l'axe des Y, c'est la diversité des espèces de carabes. On l'a mesuré de 2 façons. Tout simplement en regardant le nombre d'espèces de carabes recensées dans les différents types de peuplements. C'est les boîtes noires ici. Et en gris clair, on a utilisé un autre indice, qui est l'indice de Shannon, qui lui prend en plus l'abondance de chacune des espèces en compte. Et qu'est-ce qu'on voit ici? C'est finalement, en termes de nombre d'espèces, on a exactement le même nombre d'espèces, là, entre 7 et 8 espèces de carabes, que ce soit dans les plantations ou que les peuplements régénérés naturellement. Si on regarde l'autre indice, l'indice de Shannon, pareil, relativement au peuplement régénéré naturel, on n'a pas de différence significative avec les plantations. Cela dit, le crochet rouge ici indique une différence significative entre les 2 types de plantations. Ce n'est pas ça qui nous intéresse ici, c'est par rapport aux forêts non plantées. Donc, pour le dispositif résineux, on n'a pas de différence de diversité au niveau des communautés de carabes. C'est le résultat. Au niveau du dispositif peuplier, pareil, on voit que le nombre d'espèces est le même, mais par contre, l'indice de Shannon nous dit que la diversité est moindre dans les peupliers hybrides, dans les plantations, que dans les peuplements régénérés naturellement. Alors, ce qu'on a fait également, c'est on a regardé la composition des communautés de carabes, tout simplement parce qu'ici, on a peut-être le même nombre d'espèces, mais si ce sont des espèces différentes, on peut en conclure que la diversité n'est pas la même. Alors, il faut quand même regarder ce qu'on appelle la composition des communautés. Alors ici, c'est le résultat pour le dispositif peuplier. Et ce graphique peut sembler barbare à première vue, mais en fait, il est facilement compréhensible si vous comprenez que l'ellipse en gris, par exemple gris clair, l'ellipse gris clair ici, représente la variation dans la composition des communautés de carabes mesurée dans les peuplements régénérés naturels. L'ellipse en noir ici représente la même chose, mais pour les peupliers hybrides. Si les ellipses se chevauchent fortement, c'est qu'il n'y a pas de différence de composition dans les communautés entre les 2 types de peuplement. Donc, c'est à peu près les mêmes espèces qu'on rencontre
dans les deux types de peuplement. Moins les ellipses se chevauchent, plus il y a des différences de composition. Ça veut dire que ce n'est pas tout à fait les mêmes espèces qu'on va rencontrer dans les deux types de peuplement. Donc, ce qu'on voit ici, c'est que les ellipses se chevauchent partiellement, et ce qui indique qu'il y a une différence significative dans la composition des communautés de carabes au niveau du dispositif peuplier. Et si on regarde le dispositif résineux, ben là aussi, on voit très bien que par rapport au peuplement régénéré naturel, la composition des communautés de carabes dans les plantations d'épinettes et de mélèzes sont différentes ici. Donc c'est intéressant parce que rappelez-vous tout à l'heure que dans le résultat précédent, pour le dispositif résineux, on avait exactement le même nombre d'espèces, mais on s'aperçoit que ce ne sont pas tout à fait les mêmes espèces qui sont dans les plantations relativement au peuplement régénéré naturel. Pour ce qui est de la diversité des communautés de petits mammifères, l'indice de Shannon ici nous dit qu'on n'a pas de différence de diversité au niveau des petits mammifères dans les plantations peupliers hybrides relativement au peuplement régénéré naturel. Et si on regarde en termes de composition, donc là, pas besoin de faire des grosses analyses statistiques, là, on peut juste regarder le nombre d'individus capturés pour chacune des espèces dans les plantations peupliers hybrides et les peuplements régénérés. Ce qu'on voit ici, c'est le campagnol à dos roux. Et pour cette espèce, on voit qu'on a capturé à peu près autant d'individus dans les plantations que dans les peuplements régénérés, ce qui semble indiquer que les plantations sont un habitat adéquat pour cette espèce-là. Cela dit, j'attire votre attention sur deux espèces de souris ici, la souris du genre Peromyscus et la souris sauteuse des bois. On voit bien pour la première, elle semble avoir vraiment évité les plantations de peupliers hybrides, on l'a recensé que dans les peuplements régénérés, pardon. Tandis que pour la souris sauteuse des bois, c'est l'inverse, on l'a rencontrée que dans les peupliers hybrides. Alors ça, c'est intéressant parce que c'est une souris qui, bien sûr, son habitat est forestier, mais normalement, c'est forestier proche des cours d'eau, proche des milieux humides, proche des marais. Alors c'est très intriguant de la retrouver uniquement dans les plantations de peupliers hybrides, puis on va revenir sur cet aspect-là un peu plus tard. Donc ça fait le tour des résultats pour la première étude. La deuxième étude a été réalisée du côté de Sherbrooke, donc ici en Estribos, et c'est Simon Côté-Bourgoin qui a fait un projet de maîtrise sur cette étude-là. Donc Simon s'est rendu dans le coin de Sherbrooke et a mesuré la diversité faunique dans 10 érablières matures non aménagées, qui étaient situées dans les 3 parcs nationaux, donc le parc national Frontenac, parc national du Mont Mégantic et parc national du Mont Orford. Et en plus de ces 10 érablières matures, il a échantillonné 24 peuplements aménagés, situés dans les terres forestières de la compagnie Domtar. Et parmi ces 24 peuplements aménagés, il y avait 12 plantations de peupliers hybrides, dont 6 qui étaient des jeunes plantations de 1 à 3 ans, 6 plantations plus âgées, 6-10 ans. Il y avait également 6 peuplements régénérés naturellement et 6 couples de jardinage. Parmi ces peuplements échantillonnés, il n'y a que quelques comparaisons qui nous intéressaient. La première comparaison, c'est entre les jeunes et les plus vieilles plantations. On voulait voir ici l'effet de l'âge sur la diversité faunique, sachant qu'on s'attendait à ce qu'il y ait en effet, avec le fait que la plantation grandit, on s'attendait à ce qu'il y ait une différence là, en termes de diversité faunique. La deuxième comparaison qui nous intéressait, c'était entre ces plantations plus âgées de peupliers hybrides et un peuplement régénéré naturellement après coupe. Ici, c'est vraiment pour tester l'effet de la plantation de peupliers hybrides, parce que dans les deux cas, il y a eu une coupe totale en amont. Dans un cas, ça s'est régénéré naturellement, mais dans l'autre cas, on a planté. Donc ici, on vient vraiment tester l'effet de la plantation, indépendamment de la coupe totale qui a eu lieu en amont. La troisième comparaison, c'est toujours la diversité faunique entre les plantations plus âgées et la diversité faunique rencontrée dans les érablières matures non aménagées. Ici, la diversité faunique dans ces érablières matures représente un peu la diversité faunique attendue dans ce domaine de l'érablière. En fait. Donc, c'est un peu le témoin régional de la diversité attendue. Et la dernière comparaison, c'était finalement de comparer la diversité faunique dans ces érablières matures-là et les coupes de jardinage, qui sont la technique, du moins l'approche sylvicole la plus utilisée dans le domaine de l'érablière, et qui est également la plus utilisée par la compagnie Domtar sur les terres exploitées. Donc, quel type de diversité on a mesuré dans ces forêts-là? La première chose, c'est qu'on a mesuré la diversité des moyens et grands mammifères à l'aide de caméras de chasse, comme on peut voir ici. Ces caméras de chasse ont été disposées dans les peuplements là, de juin jusqu'à octobre 2016, ce qui nous a permis de recenser 18 espèces de mammifères. J'en donne un exemple ici des photos qu'on a eues avec les caméras, avec les 3 espèces donc les plus capturées, entre guillemets, par les photos, sont le cerf de Virginie, l'orignal
et le lièvre d'Amérique, on a là-haut à gauche. On a également mesuré la diversité en oiseaux à l'aide de points d'écoute, et ce qui nous a permis de recenser 52 espèces d'oiseaux en tout dans les 34 peuplements échantillonnés. Donc, qu'est-ce qu'on a observé au niveau des résultats? Donc, encore une fois, ça c'est pour les résultats pour les communautés d'oiseaux. C'est le nombre d'espèces pour les 5 types là, de peuplement. Les crochets représentent les comparaisons d'intérêt, dont celles dont je vous ai parlé. Et les crochets bleus indiquent des différences non significatives. Donc, ce qu'on peut voir dans ces résultats-là, c'est que pour les comparaisons d'intérêt, il n'y avait aucune différence significative. On avait à peu près le même nombre d'espèces d'oiseaux dans les différents types de peuplement, c'est-à-dire de 10 à 12 espèces d'oiseaux. Ce qui indique que dans les plantations de peupliers hybrides, on a le même nombre d'oiseaux que dans les peuplements régénérés naturellement ou dans des forêts matures. Le même exercice, mais cette fois-ci pour le nombre d'espèces de mammifères. Et là également, aucune différence significative dans le nombre d'espèces de grands et moyens mammifères, donc entre les plantations de peupliers hybrides et les peuplements non plantés. Si on regarde cette fois-ci la composition des communautés, le message est complètement différent. Ici, on a vraiment des fortes différences significatives, notamment entre les jeunes et les vieilles plantations. Donc, ces deux ellipses-là qui ne se chevauchent pas indiquent qu'il y a des grosses différences significatives avec l'âge de la plantation. On se doutait un peu ici, par exemple, c'est les résultats pour les communautés d'oiseaux. Mais on voit aussi que pour les deux comparaisons qui nous intéressaient vraiment, donc la comparaison entre les vieilles plantations et les peuplements régénérés naturels, les vieilles plantations et les forêts matures, qui est l'ellipse en vert ici, on voit vraiment qu'il y a des différences significatives. Il n'y a pas de chevauchement ou très peu avec ces ellipses-là. Ce qui indique donc que ce n'est pas la même composition de communauté qu'on a dans les plantations de peupliers hybrides versus les peuplements régénérés naturels et les forêts matures. Si on fait le même exercice pour les communautés de mammifères, on a à peu près un résultat similaire. Il n'y a pas de différence dans la composition des communautés entre les jeunes et les plantations plus vieilles, ici, donc l'ellipse grise et l'ellipse noire. Par contre, on voit des différences significatives entre les vieilles plantations et les régénérées naturelles et les vieilles plantations et les forêts matures ici. Donc, la composition, même pour les mammifères, est différente dans les plantations de peupliers hybrides relativement aux régénérés naturels et au peuplement mature. Donc, si on prend tous ces résultats dans leur ensemble, qu'est-ce qu'on peut en conclure? Si on regarde uniquement en termes de nombre d'espèces, on a le même nombre d'espèces, que ce soit pour les carabes, les oiseaux, les mammifères, dans les plantations à l'étude que dans les peuplements non plantés. Donc, ce serait difficile de caractériser nos plantations au Québec, en tout cas celles à l'étude, de désert phonix. Ce n'est pas vrai, c'est le même nombre d'espèces. Cela dit, on a démontré que ce n'est clairement pas la même composition. Donc, ce n'est pas tout à fait les mêmes espèces qu'on a dans les plantations que dans les peuplements non plantés. C'est quoi les différences? Si on pouvait les caractériser d'une manière générale, donc qu'est-ce qu'on a trouvé dans les plantations? On a trouvé moins d'espèces forestières d'une manière générale. Donc, si on pense aux citelles, aux pics, aux mustélidés, donc là je parle des pécans, martres, hermines, ou d'autres, des espèces de carabes ici, qui sont vraiment des espèces qu'on rencontre normalement dans des milieux forestiers plus matures, mais on ne les a pas ou peu retrouvées dans les plantations. Par contre, dans les plantations, on a retrouvé beaucoup plus d'espèces associées aux milieux ouverts et anthropisés, avec 2 espèces de carabes ici, par exemple. Chose très intrigante, beaucoup d'espèces rattachées au milieu humide. Alors, je vous ai parlé de la souris sauteuse tout à l'heure, mais sachez qu'on a aussi trouvé du canal colvert et de la bécassine de Wilson dans les plantations, ce qui sont vraiment des espèces d'oiseaux attachés au milieu aquatique normalement. Donc, c'est quand même très perturbant. Et sachez que ce n'est pas anecdotique. Là, on n'a pas trouvé ces espèces d'oiseaux-là dans une seule plantation de peupliers hybrides, ça a été dans plusieurs plantations. Et on a également beaucoup plus d'espèces associées à la strate arbustive, avec notamment des espèces d'oiseaux qui nichent au sol ou dans la strate arbustive. Et on les a retrouvées dans les plantations, mais pas dans les peuplements régénérés naturellement, et ni dans les peuplements matures, non aménagés. Donc, qu'est-ce qu'on peut en conclure? C'est qu'en termes d'habitat, les plantations ne semblent pas fournir un habitat tout à fait similaire à celui des forêts plantées, avec ici un petit bémol qui est que cette conclusion est associée au fait que nos plantations aussi étaient d'un âge intermédiaire, si je peux dire. N'oubliez pas, pour les plantations de peupliers hybrides, par exemple, je vous ai dit qu'on peut les couper après 15-20 ans. C'est leur âge de maturité, si on peut dire. Nos plantations à l'étude ont une dizaine d'années. Donc, on peut se poser la question, si on avait fait cet échantillonnage-là lorsque les plantations étaient rendues juste avant la coupe, avant d'être coupées, est-ce qu'on aurait toujours ces différences de composition-là?
Donc, en absence de réponse à cette question-là, cette conclusion, donc que l'habitat semble différent, c'est vraiment pour des plantations d'âge intermédiaire. Je tiens à remercier, bien sûr, pour les 2 études, les collaborateurs impliqués dans les projets, les compagnies forestières impliquées, les parcs nationaux qui nous ont ouvert leurs portes, et bien sûr, les assistants qui ont aidé à la réalisation de ces projets, ainsi que les sources de financement. Et je suis tout à fait ouverte à vos questions. Merci beaucoup, Angélique. Très belle présentation, très intéressant de voir ces résultats de recherche. J'ouvrirai maintenant la période de questions aux gens de la salle. On en a une de M. Picard qui l'a partagée en fait très tôt dans ta présentation. Donc, je l'inviterai, M. Picard, à poser votre question. Bonjour Angélique, merci beaucoup pour la présentation. C'est un sujet que je trouve important, que les ingénieurs forestiers, c'est comme si c'était le point aveugle des ingénieurs forestiers quand ils interviennent. Ils s'occupent peu de l'aspect phonique de leur intervention. La question que j'ai écrite, je la garderai pour un autre tantôt parce qu'elle nous éloignera de votre présentation. Je poserai plutôt comme question, Angélique, est-ce que vos conclusions s'appliquent à la forêt feuillue mixte qu'on retrouve, par exemple, en Outaouais? Les résultats de la première étude ont été réalisés en partie dans la sapinière à bouleau jaune. Donc, je vous dirais que ça s'applique en tout cas aux plantations de peupliers hybrides. Si dans cette région-là, il y en a, en Outaouais, les conclusions pourraient s'appliquer, oui. Mais comme je le dis, purement en termes de plantation de peupliers hybrides, puisque c'est les seuls résultats qu'on a dans ce domaine forestier-là. Merci, Angélique. On a aussi une question de Christian Messier. Tu t'en doutais. Oh, ben c'est sûr. Hein. Merci, Angélique, pour la très belle... Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, ça va? Oui. OK. Très belle présentation. Moi, j'ai 2 questions. Ce pas des questions pièges, mais c'est peut-être des questions pour un peu ouvrir le débat. Mais toi, là, comme biologiste, écologiste, quand tu regardes ces plantations-là de peupliers hybrides dans nos forêts, et avec les résultats que tu as montrés qu'il y avait pas vraiment de différence de nombre d'espèces, mais des espèces qui sont différentes, est-ce que tu dirais que ces plantations-là contribuent ou pas au maintien de la biodiversité au Québec? Hein? Si tu avais à te prononcer, est-ce que c'est une bonne chose ou c'est une mauvaise chose? J'avais une sous-question si j'ai le temps, là, mais je pense que c'est quand même important. Ouais. Non, c'est clair, puis c'est une excellente question. La réponse n'est pas simple, mais je vais répondre à 2 échelles, en fait. Si on prend vraiment à l'échelle de la plantation en soi, je dirais que non. Ces plantations-là, pour l'instant, à l'échelle de la plantation, ne permettent pas forcément le maintien de la biodiversité. Mais si on considère ces plantations-là plutôt à l'échelle du paysage, on peut voir finalement que ça peut contribuer à l'échelle du paysage à avoir certaines espèces qu'on ne retrouverait pas, par exemple, si tout le paysage était composé uniquement d'érablières matures. Alors, je pense qu'il faut toujours avoir cette vision à deux échelles pour répondre à cette question-là. Même si on a fait l'exercice, par exemple, pour l'étude en estrie, quand on regarde l'apport en espèces par les plantations de peupliers hybrides, l'apport des oiseaux en termes d'espèces d'oiseaux, on s'aperçoit que ce sont que des espèces d'oiseaux qu'on va retrouver communément ailleurs. Donc, on parle du canal colvert, du carouge à épaulettes. Donc, de ce genre d'espèces-là qu'on retrouve communément ailleurs. Donc, je te dirais qu'au niveau des plantations de peupliers hybrides, pour les oiseaux en estrie, je dirais que non. Potentiellement non, parce qu'on n'a pas, ça n'amène pas des espèces là, qui sont rares ou peu communes dans le domaine de l'érablière. Mais ça ne veut pas dire que c'est pas... comment dire? Il faut toujours garder en tête cette échelle du paysage pour répondre à cette question-là, je pense. Et Benoît, je ne sais pas si je peux poser ma sous-question. Vas-y, rapidement. Oui, rapidement. Parce que tu sais que historiquement, en Estrie, on avait fait beaucoup de plantations d'épinettes. Et est-ce que si tu avais fait cette étude-là, si ça avait été des épinettes, est-ce que tu aurais eu la même conclusion?
Excellente question. Je vais me baser sur les plantations d'épinettes que j'ai vues, qui avaient toutes du mal à sortir de terre, en tout cas chez Domtar. Personnellement, les plantations d'épinettes que j'ai vues étaient quand même très, très jeunes. Et je pense que la croissance des épinettes par rapport au peuplier hybride est moindre. Donc, je pense qu'on Pour aurait la observé... même taille, disons, Ouais, pour la même dimension. Ouais. Difficile pour moi de répondre, Christian. Je dois t'avouer qu'il y a les facteurs qui influencent la diversité phonique qu'on rencontre dans les plantations sont tellement diversifiés, puis la littérature scientifique le montre. C'est pas pour rien qu'on se pose encore des questions. Dépendamment des études, on montre des effets négatifs des plantations sur la diversité phonique. D'autres fois, c'est positif. Des fois, il n'y a pas d'effet. Donc, ce que ça démontre, c'est qu'il y a énormément de facteurs à prendre en compte pour comprendre quelle diversité phonique on a dans les plantations. Puis là, sans études, je ne me risquerais pas à une réponse, personnellement. Merci, Angélique. Merci, Angélique. Je vais nous permettre de prendre un petit peu plus de questions parce que j'en vois beaucoup dans le chat. Puis comme on a une petite matinée de prévue de conférence, j'aimerais ça qu'on donne la chance aux participants de poser leurs questions à Angélique. Donc, je vais y aller avec Sébastien Meunier, mais on va essayer de garder les réponses ou les questions et les réponses le plus courtes possible pour qu'on puisse en avoir le plus possible des participants. Donc, vas-y, Sébastien, je te cède la parole. Merci Angélique pour la présentation, vraiment intéressant. Question purement technique, là, dans les plantations de peupliers hybrides chez Domtar, est-ce qu'il y a une séquence de travaux sylvicoles non commerciaux de dégagement de ces plantations-là importante ou ce n'est pas quelque chose que vous avez suivi? Mais en fait, non. Je sais par exemple, les plantations de peupliers hybrides du côté de la Tuque, oui, il y avait un nettoyage mécanique et même à l'herbicide de la compétition végétale. Domtar a opté pour une autre méthode qui est des plantations sur monticules, en fait. Donc, ils font des monticules de terre, hein, ils viennent planter le peuplier hybride sur le sommet du monticule. C'est une technique qui permet en fait d'éliminer la compétition dans les premières années et ce qui permet au peuplier hybride de bénéficier de toute la lumière et de croître très vite. Après 3 ans, en fait, les plantations de peuplier hybride chez Domtar ont atteint une taille où il n'y a plus de problème de compétition. Donc, c'est pas du tout, il n'y a pas de travail là, mécanique ou même de suivi pour contenir la compétition avec la végétation. Par contre, Domtar a mis en place aussi un programme de fertilisation avec des biosolides, des plantations. Donc, c'est des plantations qui sont boostées, si on peut dire, et donc qui sont capables d'aller chercher des belles croissances. Mais c'est la seule intervention, là, que je dirais, sylvicole qui est réalisée, c'est cet épandage de biosolides. Donc, les plantations chez Domtar au niveau du peuplier hybride avaient une diversité de sous-étages qui était peut-être plus importante qu'une plantation qui aurait subi un dégagement là, en jeune âge. Là, exactement. En fait, ça fait une énorme différence. J'aurais pu présenter 45 minutes. Là. J'ai présenté vraiment le haut de l'iceberg dans les résultats qu'on a, mais la strate de sous-étage est très développée dans ces plantations-là. Alors, par exemple, si vous vous promenez le long de la 40, vous avez des plantations de peupliers. Et c'est très dégagé, le dessous de bois. C'est ce qu'on voit en général dans les plantations en milieu agricole. En milieu forestier, les plantations ont eu un peu moins d'amour, on peut le dire comme ça, ce qui permet à une strate arbustive importante de se développer, ce qui entraîne à la fois des effets intéressants, positifs sur la faune, notamment les petits mammifères en profitent. Mais comme je vous l'ai montré, ça peut avoir des effets négatifs dans le sens que ça attire certaines espèces d'oiseaux nicheuses au sol ou dans la strate arbustive, des espèces qu'on n'est pas censé retrouver par rapport à des plantations, par rapport à des peuplements non plantés. Parfait, merci. Merci beaucoup. On va prendre 2 dernières questions. La prochaine, c'est Andréane Loisel. Vas-y, Andréane, si tu veux poser ta question. Bonjour, super présentation, Angélique, c'était super intéressant. Pour rebondir un peu sur la question de Christian sur la biodiversité, je me demandais si vous avez fait des analyses de diversité bêta, ce qui est vraiment une analyse de biodiversité à l'échelle du paysage qui serait intéressante, dans le fond, à faire pour votre type de système d'études. En fait, c'est la prochaine étape. On va lancer des nouveaux projets, là, dont un qui va porter sur cet aspect, donc plus à l'échelle du paysage. On va utiliser les données notamment de Simon donc, pour modéliser cette diversité à l'échelle du paysage. Donc ça s'en vient, un peu de patience. Super, excellent.
Et merci beaucoup, Audrey-Anne, pour ta question. Une dernière question là, de M. Éric Lapointe de chez Domtar. Bonjour Éric. Bonjour Angélique. Comme Christian t'a posé une question, ben là, je me dois de poser une question moi aussi. Pour vous deux, par rapport à notamment ce que Christian a mentionné, par rapport à la question, puis le point important que tu as mentionné, Angélique, à la question d'échelle de la plantation et échelle du paysage, puis au concept de triade pour lequel j'interpelle Christian, il sait qu'on a adopté cette approche-là avec lui depuis une vingtaine d'années. Ça fait partie du programme d'intensification de nos plantations. Nos plantations vont occuper à terme 5 des territoires de Domtar. Et ça vient se balancer avec nos initiatives aussi de conservation qui sont plus grandes. Considérant que c'est 5 du territoire et que ce n'est pas justement une recette unilatérale qu'on applique partout, comment on met en perspective la question d'impact sur la biodiversité des plantations. Puis, je vais poser ma sous-question tout de suite, c'est sur aussi à l'échelle de la plantation. Le fait qu'au Québec, puis des propriétaires privés comme Domtar qui sont certifiés FSC aient adopté le zéro phytocide depuis plus de 20 ans, quel impact positif on pourrait essayer de conclure, puis notamment sur la question, je pense, de M. Meunier, sur l'architecture des plantations, du fait qu'il n'y a pas de phytocides qui sont utilisés dans ces plantations-là, par rapport au reste du Canada, par exemple. C'est quoi ta question, Éric? Je suis désolée. Ce que je veux dire, c'est la première question, c'est l'échelle du paysage. Donc, le fait que ce soit 5 de plantation balancé avec des initiatives de conservation et un aménagement écosystémique. Qu'est-ce qu'on peut conclure de cette échelle-là par rapport à l'impact sur la biodiversité? Le deuxième, c'est la non-utilisation de phytocides. Comment on peut extrapoler peut-être, parce qu'on a pas fait d'études comparatives à ce niveau-là, mais comment on peut extrapoler l'impact sur la biodiversité du fait de ne pas utiliser de phytocides? Par rapport à l'échelle du paysage, en fait, le 5%, il est dérivé, il n'y a aucune donnée scientifique qui supporte ce 5%-là. Ça a été une décision prise un petit peu sur le règle du pouce. C'est un petit peu le but du projet qu'on aimerait mettre en place avec Christian, donc l'étude à l'échelle du paysage, c'est de jouer avec différents scénarios où on augmenterait les plantations dans le paysage à 5%, à 10%, 15%, et voir les répercussions sur la biodiversité faunique notamment. Donc, c'est la prochaine étape, c'est le projet dont on t'avait parlé, là, avec la demande de subvention qui s'en vient. Donc, ça, cette question-là, on va l'étudier, mais de manière avec la modélisation, en fait, par modélisation. Donc, on pourra, disons, raffiner peut-être un petit peu ce 5%-là. Par modélisation, mais aussi à l'aide cette modélisation va reposer sur les données empiriques qu'on a déjà récoltées chez vous. Donc, c'est de la modélisation, mais quand même qui repose sur des données empiriques. Pour la deuxième question sur le fait que vous n'utilisez pas donc, du phytocide, personnellement, la strate arbustive, je ne suis pas sûre qu'il faille l'éliminer, bien au contraire. Si on regarde la littérature scientifique sur la biodiversité faunique au niveau des plantations, puis notamment au Portugal, là, les plantations d'eucalyptus, ils arrivent un petit peu à un résultat similaire aux nôtres, qui est que la strate arbustive amène une diversité faunique intéressante ou permet en tout cas de compenser pour certains attributs, notamment le bois mort au sol. On sait que c'est un attribut qui est très important pour la faune, les petits mammifères, les carabes, etc. Et c'est un attribut qu'on ne retrouve pas dans les plantations. Donc, cela dit, apparemment, la strate arbustive qui se développe en parallèle avec les plantations, dans les peupliers hybrides en tout cas, cette strate arbustive semble pouvoir compenser le manque de bois mort au sol et semble fournir un habitat adéquat pour des espèces qui pourtant en dépendent. Alors moi, je pense que si on garde ça en tête, c'est quand même intéressant, cette strate arbustive-là. Il faut la garder. Donc, l'arrêt de l'utilisation des phytocides est une bonne chose pour moi, personnellement. Si c'était mon avis, là, c'est continuez à faire en sorte que vos plantations manquent d'amour. Et c'est la bonne solution, là, entre guillemets. Merci, Angélique. Benoît, tu me permets-tu juste un petit mot, parce que Éric m'avait quand même mentionné mon nom, mais juste très, très rapidement, je dirais que je suis tout à fait d'accord que le 5 % est un chiffre qui doit être étudié. Je dirais que ça va varier en fonction du territoire, en fonction des espèces, et
c'est une des choses très importantes à étudier. Par exemple, si vous aviez 5% seulement en peuplier, ça n'aurait pas le même effet que si c'était 5% avec différentes espèces, probablement. Et selon je dirais, le territoire, si c'est un territoire très fragmenté versus un territoire très fermé, comme vous avez, ça n'aura pas le même impact. Et la distribution de ces plantations-là dans le paysage pourrait aussi avoir un impact. Et donc, l'idée, c'est de raffiner tout ça éventuellement. Juste terminer avec les herbicides et tout ça, vous savez que souvent, les articles qu'Angélique a mentionnés là, sur les déserts biologiques, dans certains cas, c'est des plantations ultra intensives, qu'on appelle même des plantations brunes parce qu'il n'y a rien en sous-bois. C'est comme de la terre ou un gazon. Et à ce moment-là, peut-être que la diversité est beaucoup moins, tandis que les plantations au Québec, comme Angélique l'a mentionné, parce qu'on n'utilise pas d'herbicides, il y a beaucoup plus de diversité des herbacées, des arbustes, donc une certaine structure, et ça favorise grandement la biodiversité, comme Angélique a montré. Je me tais. Merci beaucoup, Christian. Je ferais juste mentionner que Nicolas Meguer qui dit « Elle ne manque pas d'amour, c'est un choix qu'on fait de ne pas leur donner de l'amour. » C'est effectivement des plantations certifiées, donc il faut étudier, comme Angélique l'a présenté, l'effet de l'impact sur la biodiversité dans nos plantations et faire des choix pour essayer de maintenir le plus possible cette biodiversité-là. C'est une autre sorte d'amour, si vous me permettez. C'est ça, exact. C'est bien dit. Je vous remercie beaucoup à tout le monde là, pour vos questions, vos interventions. Je vois que c'est un sujet là, qui suscite beaucoup de discussions. Je vous invite, là, après le bloc de conférence, à continuer d'échanger avec Angélique puis les étudiants qui vont présenter dans les prochaines conférences. Je vous mentionne rapidement qu'à la suite de ce bloc de conférence, vous pouvez vous rendre dans l'accueil sur l'espace ISFOR dans la plateforme Gather pour voter pour les meilleures présentations étudiantes. Je vais également envoyer un courriel à tous les participants avec le lien pour le petit sondage pour que vous puissiez voter pour les présentations étudiantes que vous avez préférées. Et donc, sans plus tarder, je vais céder. Je vous remercie beaucoup pour votre patience, les autres participants qui devaient avoir hâte de partager vos travaux. Et donc, je vais céder la parole à Audrey-Anne Lorraine, étudiante au doctorat avec Angélique Dubuche. Quand tu es prête, Audrey. Tout le monde m'entend bien? Tout le monde voit bien? Oui. OK. Donc, bon matin à tous. Comme ça l'a été dit, je suis étudiante au doctorat en ce moment sous la direction d'Angélique Dubuche et la co-direction de Philippe Nollet. Je vais vous présenter les résultats préliminaires de mon terrain 2019 qui porte sur la dynamique spatiale hivernale du cerf de Virginie en hiver et sur son rôle sur la pression de broutage sur la régénération de l'érable. Donc, au cours des dernières décennies, les forestiers québécois ont observé qu'il y a un grand nombre de peuplements dominés par l'érable qui présentaient une faible régénération de l'espèce. Parallèlement, les populations de cerfs ont rapidement augmenté depuis les dernières années. Ces herbivores-là, en forte abondance, ont la capacité de limiter la régénération de l'érable. Par contre, la pression de broutage par le cerf varie fortement dans le temps, d'un peuplement à l'autre et même au sein d'un même peuplement, ce qui contribue à l'absence de consensus sur l'importance du cerf dans le succès de la régénération forestière. Puis en fait, on a une compréhension limitée des mécanismes qui influencent la variabilité spatio-temporelle de ces dommages-là. Donc, en général, on va se dire que plus il y a de nourriture dans un peuplement, plus on s'attend à ce que la densité de cerf soit importante et qu'à ce moment-là, plus les dommages à la régénération sont importants. Mais il y a d'autres études qui ressortent, qui suggèrent en fait que c'est peut-être d'autres facteurs qui vont rendre un peuplement attractif au cerf et qui, à ce moment-là, va causer plus de dommages à la régénération. Et donc, ça implique qu'il faut avoir une bonne connaissance de ces facteurs-là, surtout en hiver, qui est la principale saison durant laquelle le cerf va brouter les ramilles de la régénération forestière. Et donc, tout ça dans le but de mieux comprendre la variation spatiale de ces dommages-là à la régénération. Donc, mes objectifs, en fait, étaient d'identifier ces fameux facteurs-là et de déterminer le rôle de la dynamique spatiale hivernale du cerf sur les dommages à la régénération en érable.
Donc, je me suis concentrée sur des facteurs qui sont déjà connus pour influencer la qualité de l'habitat du cerf en hiver, que ce soit la disponibilité de nourriture, l'épaisseur de neige, l'obstruction visuelle latérale et le risque de prédation par le coyote. Et en fait, ces effets-là combinés n'ont jamais été considérés dans une seule et même étude en forêt feuillue au Québec. Et si on se penche plus particulièrement sur notre coyote, en fait, il y a eu une augmentation de l'abondance et de son aire de répartition relativement assez récemment au Québec. Et donc, son rôle sur le comportement de sélection d'habitat et de déplacement du cerf est peu documenté actuellement. On sait qu'il y a une régulation certaine de la population, mais il y a aussi une régulation de son comportement via des stratégies antiprédatrices par le cerf. Et donc, il peut y avoir carrément un évitement du coyote dans l'espace, mais il peut aussi avoir une sélection d'habitats qui va favoriser la fuite et même des déplacements qui vont favoriser la fuite via, par exemple, une épaisseur de neige plus faible et une augmentation du comportement de vigilance du cerf pour détecter plus rapidement le prédateur. Et donc, par exemple, via une sélection d'habitats avec une meilleure visibilité latérale. Donc, le projet s'est déroulé en Estrie, dans les forêts privées exploitées par Domtar et plus spécifiquement dans l'aire de confinement du cerf de Watopeka, qui est composé de divers types de peuplements forestiers aménagés et dans laquelle on rencontre le coyote. J'ai sélectionné 30 peuplements qui étaient représentatifs des forêts de Watopeka en termes de type et d'âge de la dernière coupe et qui étaient répartis uniformément sur le territoire. Et cette sélection-là m'a permis d'obtenir un gradient d'ouverture de canopée et donc de régénération au sein de mes peuplements. Et j'ai réparti ces peuplements-là en 2 groupes qui ont été échantillonnés tout le long de l'hiver en alternance. Donc, j'ai déterminé, en installant des caméras de chasse dans mes peuplements, donc au nombre de 3 dans chacun des peuplements, j'ai pu mesurer l'abondance relative du cerf et du coyote, qui était une question de nombre de séquences de photos par jour d'échantillonnage. Et pour mesurer les déplacements du cerf, j'ai fait des suivis de pistes dans la neige de manière aléatoire sur le territoire. Et finalement, j'ai aussi fait des inventaires de brous, d'essences consommables, dont l'érable, et d'autres variables importantes comme l'épaisseur de neige et l'obstruction visuelle latérale. J'ai réalisé ces inventaires-là dans mes peuplements et aussi le long de mes pistes de cerf. Et donc, de manière générale, le cerf était significativement plus abondant dans les peuplements mixtes à dominance feuillue que les peuplements feuillus, particulièrement pour les peuplements qui avaient subi une coupe il y a moins de 10 ans. À l'inverse, les peuplements qui avaient subi une coupe depuis plus de 10 ans, c'était les peuplements feuillus qui avaient une plus grande abondance de cerf en comparaison aux peuplements mixtes à dominance feuillue et aux résineux. Et en fin de compte, on pourrait se demander qu'est-ce qui diffère entre nos peuplements en termes d'attributs d'habitat. Et donc, je suis allé voir qu'est-ce qui se passait et il n'y avait aucune différence significative en termes d'épaisseur de neige ni de quantité de nourriture. Et donc, l'homogénéité spatiale de ces 2 attributs d'habitat peut peut-être avoir limité la capacité du cerf à distinguer les différents types de peuplements selon le rôle écologique qu'on leur donne en général en termes d'abri et ou de nourriture. Et ça pourrait s'expliquer aussi par la rigueur de l'hiver 2019 qui a été beaucoup plus long, plus froid et neigeux que la moyenne. En fait, la seule différence significative qu'on avait, c'était au niveau de l'obstruction visuelle latérale qui était significativement plus élevée dans les peuplements résineux que dans les peuplements feuillus. Et donc, en fait, les peuplements résineux pourraient être potentiellement moins utilisés en raison du risque de prédation qui est potentiellement plus élevé pour le cerf. Et donc, j'ai construit des modèles statistiques qui pouvaient potentiellement expliquer l'abondance du cerf dans les peuplements avec les différents facteurs présentés. Et en fait, comme de fait, la comparaison de modèles me révèle que le modèle associé au risque de prédation
est le meilleur modèle pour expliquer l'abondance relative du cerf dans mes peuplements, avec les deux variables en rouge qui sont significatives. Donc, si on prend la première variable, qui est l'interaction entre l'épaisseur de neige et la présence-absence de photos de coyotes, ce qu'on peut voir dans la figure, c'est qu'en absence de photos de coyotes, donc la ligne rouge, il n'y a pas d'effet significatif de l'épaisseur de neige sur l'abondance du cerf dans les peuplements. Par contre, en présence de photos de coyotes, donc la ligne bleue, l'abondance du cerf dans les peuplements diminue significativement lorsque l'épaisseur de neige augmente. Et donc, ce qu'on peut ressortir de ça, c'est que la préférence des cerfs pour des peuplements qui avaient une plus faible épaisseur de neige avait probablement pour but principal de favoriser une meilleure capacité de fuite face aux coyotes. Ici, je prends ma deuxième variable significative, qui était l'interaction entre l'obstruction visuelle latérale et la présence-absence de photos de coyotes. Encore une fois, en absence de photos de coyotes, en rouge, il n'y a pas d'effet significatif de l'obstruction visuelle sur l'abondance de cerf dans les peuplements. Par contre, en présence de photos de coyotes, donc la ligne bleue, l'abondance du cerf augmentait significativement lorsque l'obstruction visuelle latérale était faible. Donc, on peut ressortir que le cerf favorisait des peuplements où il pouvait détecter rapidement l'approche d'un prédateur lorsque ce risque de prédation-là était élevé. Et donc, si on va à l'échelle plus fine, donc au niveau des déplacements du cerf, j'ai également construit des modèles statistiques qui pouvaient expliquer potentiellement la présence d'une piste de cerf. Et donc, ma comparaison de modèles révèle en fait que le meilleur modèle, c'est celui associé à la réduction des coûts de déplacement pour expliquer le déplacement du cerf, donc vraiment au niveau de l'épaisseur de la neige. Et donc, ce qu'on peut voir dans cette figure-là, c'est que la probabilité de présence d'une piste de cerf dans un microsite donné diminue avec l'augmentation de l'épaisseur de la neige. Donc, on peut ressortir que la neige limite la capacité de fuite du cerf et ou ses déplacements en général, que ce soit à fine échelle comme ici ou au niveau des peuplements comme on vient de voir. Et donc, ça implique que la stratégie antiprédatrice du cerf de Virginie reposerait principalement sur le comportement de vigilance qui vise une meilleure détection rapide du coyote et en plus d'une sélection d'habitat et potentiellement des déplacements qui offriraient une bonne capacité de fuite face aux coyotes. Et donc maintenant, si on se penche sur les dommages à la régénération en érable, ici, ce qu'on voit, c'est que l'intensité du broutage sur l'érable était significativement plus élevée dans les peuplements résineux que dans les peuplements feuillus. Et donc, on se pose la question, est-ce qu'on peut expliquer ces dommages à la régénération avec notre dynamique spatiale hivernale du cerf? Et donc, est-ce que c'est une question seulement d'abondance de cerf ou c'est une question d'attractivité de peuplement pour le cerf? Et donc, j'ai construit ces différents modèles statistiques-là qui pouvaient expliquer l'intensité du broutage selon la dynamique spatiale du cerf. Et ma comparaison de modèles révèle en fait que le meilleur modèle, c'est celui associé à l'abondance du cerf, avec l'abondance du cerf en variable qui est significative. Mais par contre, c'est significatif de manière inattendue parce que la proportion de ramilles d'érable brouté dans un peuplement diminuait avec l'augmentation de l'intensité, de l'abondance du cerf dans le peuplement lui-même. Et donc, c'est sûr, si vous regardez cette figure-là, il y a notre fameuse variable ici dans le coin qui semble être tirer beaucoup la relation. Puis, en fait, comme de fait, en enlevant cette variable-là, c'était plus significatif. Par contre, j'ai aucune raison d'enlever ma variable. Elle est représentative de l'abondance de cerf qu'il y avait dans ce peuplement-là. Mais par contre, avec les résultats que je vous présente, en ce moment, je ne peux pas expliquer les dommages à la régénération avec ma dynamique spatiale du cerf. Il faut continuer à investiguer et probablement à analyser différemment mes données. Et donc, le message clé que j'aimerais que vous ressortiez de cette présentation, c'est que le risque de prédation par le coyote semble être un facteur déterminant de la dynamique spatiale hivernale du cerf, ou en tout cas au moins dans l'aire d'étude où que je suis.
et ça suggère que la gestion de l'habitat d'hiver du cerf devrait tenir compte de l'effet du risque de prédation sur son comportement de sélection et de déplacement. Ça serait potentiellement pertinent de considérer le rôle anti-prédateur que peut jouer un peuplement, par exemple via une meilleure visibilité latérale, pour indiquer la qualité d'un habitat d'hiver pour le cerf de Virginie. Merci beaucoup, Audrey-Anne, pour ta belle présentation. Je vais maintenant ouvrir les questions aux gens du public. On en a une déjà là, de Oussam. Je t'invite, Oussam, là, à partager ta caméra et à poser ta question si tu le veux bien. Sinon, je peux également la poser si jamais tu préfères. Bonjour. Oui, on t'entend bien. Bonjour, vous m'entendez? Oui. En fait, ma question, c'est par rapport au semis qui m'intéresse. Est-ce que, dans ton étude, Audrey, est-ce que tu as évoqué l'effet du broutage sur la régénération des semis? Oui, en fait, ce que je comptais comme broutage, c'était tout ce qui était accessible au cerf. Donc, je partais du 50 cm au sol jusqu'à 2 mètres dans les airs. Puis là-dedans, j'incluais les semis d'érable, mais également les branches des fois plus basses qui descendent des arbres qui étaient accessibles à l'érable. Merci. Merci beaucoup, Audrey-Anne. On va prendre une autre question de Marie-Ève Roy. Bonjour, Audrey-Anne. Dans le fond, moi, j'ai deux petites questions parce que ça m'intéresse beaucoup. J'ai déjà travaillé aussi sur le brou. Et puis, est-ce que les érables ils étaient broutés, tu penses, comme à plus de 50 pour dire qu'ils allaient mourir ou ils allaient survivre? C'était quoi l'impression? Et l'autre question, c'est, je me pose la question sur tes peuplements résineux. Est-ce qu'ils étaient très matures? Parce que j'arrive pas à comprendre. Normalement, il y a vraiment moins de neige si tu as des peuplements résineux. Puis là, je voyais que la sélection des habitats, c'était pas vraiment vers les peuplements résineux. Puis en même temps, la neige, c'est important. Fait que moi, ce que j'ai vu dans d'autres ravages, c'était que dans des peuplements très gros résineux, sont sélectionnés, mais aussi il y a vraiment moins de neige. Fait que là, je te pose la question, peut-être que tes peuplements résineux n'étaient pas si gros que ça. Je ne sais pas. Bien, en fin de compte, pour ta première question, pour le broutage, je dirais que à vue, l'érable rouge est extrêmement brouté. L'érable à sucre, peut-être un peu moins, mais on arrivait là, dans mes placettes d'échantillonnage, puis c'était ravagé. C'était des petits semis qui n'allaient jamais pousser plus haut que le semis lui-même. Là. Donc, niveau broutage, c'est assez impressionnant. Puis si on va au niveau des peuplements résineux, en fait, j'ai sélectionné des peuplements résineux qui avaient entre 1 ou 2 ans et 45 ans. Donc, c'est pour ça aussi qu'il y a une aussi grande différence. On avait des peuplements résineux avec justement des coupes des CPRS, par exemple, de moins de 10 ans. Donc, c'était des peuplements super ouverts avec beaucoup de régénération et donc beaucoup plus de neige. Tandis que mes peuplements résineux plus fermés, eux autres, c'est vrai qu'il y avait probablement moins de neige, mais globalement parlant, en termes de tous mes 10 peuplements résineux, non, il n'y avait pas une différence de neige par rapport à mes peuplements feuillus ou même mes peuplements mixtes. Ouais. Merci, je comprends mieux maintenant. Merci beaucoup, Audrey-Anne. On va passer maintenant au prochain conférencier, qui est Florian Mézérette, un autre étudiant au doctorat là, sous la direction d'Angélique Dupuche. Donc, je suis content de te revoir parmi nous ce matin, Florian, et je te cède la parole et tu peux partager ton écran et ta présentation. Je vais vérifier. Hop, celui-ci. Est-ce que vous avez bien le plein écran? Ça marche très bien. Très bien. Donc, bonjour à tous. Donc, Florian Mézérette. Je suis candidat au doctorat auprès d'Angélique Dupuche et de François Lorenzetti. Je vais vous présenter un chapitre de ma thèse qui étudie plus spécifiquement l'effet de l'épandage de cendres de bois en forêt feuillue tempérée sur les communautés de carabes.
Donc, pour remettre en contexte, comme l'avait dit Audrey-Anne, on observe depuis le XXe siècle un déclin des peuplements d'érables à sucre qui est caractérisé par une diminution de la croissance des arbres et une diminution de la régénération des semis. Alors, cela peut également, en plus du broutage, cela peut également être lié à un faible pH et disponibilité en calcium du sol. Et pour contrer cela, il est possible d'utiliser de la chaux ou également de la cendre de bois qui est généralement celle-là considérée comme un déchet de l'industrie de la pâte à papier. Donc, ça permet d'ouvrir une certaine utilisation de celle-ci. Donc, cependant, on a davantage de connaissances théoriques sur l'effet du chaulage et assez peu sur la cendre, encore encore moins de connaissances dans les milieux feuillus et tempérés. Alors, il faut savoir que la cendre a un profil chimique plus complexe que la chaux. Elle présente davantage de types de macronutriments, micronutriments, voire même de métaux. Et son effet sur le sol est à plus long terme. Alors, il peut y avoir un effet relativement rapide sur le sol, sur l'horizon du sol organique, l'horizon organique du sol, mais son effet sur l'horizon minéral va être beaucoup plus lent et peut parfois prendre plusieurs décennies. Et il y a également peu d'études sur la cendre, sur les impacts sur la faune. Alors, pour la faune que j'aurais étudiée, ce seront les carabes, donc ces petites bêtes également, qui sont connues pour répondre à la fertilisation, alors que ce soit la fertilisation organique ou également minérale. Leurs communautés sont sensibles à la gestion forestière, alors notamment bien entendu les coupes, et ils ont des préférences pour de pH du sol pour certaines espèces. Certaines espèces vont préférer certains pH et en fuir d'autres. Et c'est un taxon dont la position trophique est relativement connue pour la plupart des espèces. Alors, relativement connue parce que pour des invertébrés et comparativement à des vertébrés, bien entendu, on a moins de connaissances sur celles-ci. Alors, les objectifs de cette étude étaient de savoir si, à court terme, est-ce que l'épandage de cendres peut modifier les communautés de carabes. Et cela, en fait, si on observe des effets, cela peut être lié à plusieurs raisons. Donc, soit un effet médié par le pH, la cendre qui va influencer le pH de l'horizon organique, qui aura un effet sur les carabes, soit par la végétation. Donc, la cendre et pH vont affecter la végétation qui va se répercuter sur les carabes, par le réseau trophique, en influençant les proies des carabes, ou alors un effet que l'on considérait direct, qui pourrait être lié à des choses que l'on n'a pas mesurées sur le terrain directement. Alors, cette étude a été menée dans 15 érablières en Estrie et Chaudière-Appalaches sur les terres de Domtar, qui ont une papeterie à Windsor du côté de Sherbrooke. Et il fallait que ces peuplements aient été coupés dans maximum 4 ans avant la mise en place du dispositif pour obtenir des chemins de débardage qui ont servi à fertiliser, à permettre le passage de l'épandeuse pour fertiliser les peuplements, avec donc de la cendre. Chaque érablière a une partie cendrée et une partie non cendrée qui sera servi de contrôle. Alors pour l'échantillonnage des invertébrés, et dans chaque partie cendrée et non cendrée, il y a eu un transect de 5 pièges fausses qui ont permis de récolter les carabes et d'autres invertébrés du sol. Donc, durant l'été 2015 et l'été 2018, l'été 2015 avant épandage qui a eu lieu en automne et 2018, 3 ans après l'épandage. Et d'autres attributs de l'habitat ont également été échantillonnés, comme le couvert de feuilles mortes, l'occurrence de bois mort, d'arbres. Et il faut savoir également qu'on a observé un très fort gradient de couvert de fougères entre les peuplements. Donc certains peuplements où il y avait très peu de fougères, comme vous pouvez le voir, et d'autres qui étaient davantage envahis. Et nous avons également relevé le pH du sol, pas directement sur les transects, mais dans des zones proches, à 2 endroits par partie de peuplement, donc cendré ou non cendré.
et donc le pH a été relevé en 2015 et 2018. Pour ce qui est des résultats, on voit donc bien un effet positif de l'épandage de cendres sur le pH de l'horizon organique du sol, qui a augmenté dans les zones cendrées 3 ans après la fertilisation, alors que dans les zones non cendrées, il n'y avait pas de changement par rapport à avant la mise en place du dispositif. Pour ce qui est des communautés de carabes, pour différents descripteurs des communautés, la cendre n'a pas influencé le nombre d'espèces de carabes. Leur abondance totale, même s'il y avait une plus forte abondance en 2018 qu'en 2015, n'a pas affecté la richesse effective qui est l'exponentielle d'un indice qui est utilisé, qui représente un peu à la fois la richesse spécifique et l'équitabilité des communautés. Mais il y avait une diminution de cet indice en 2018 par rapport à 2015. Cependant, il y a eu un effet sur cet indice-là des fougères, des couverts de fougères, un effet relativement faible, mais ayant un effet significatif, où la richesse effective des carabes augmentait suivant le couvert de fougères. En étudiant la communauté plus globalement, donc là c'est en considérant les 39 espèces que l'on avait relevées durant les 2 années, donc ça c'est donc comme avait présenté Angélique, il faut voir ici à quel point les ellipses se recouvrent pour voir s'il y a ou pas une différence significative entre les traitements visuellement. Et là en fait il n'y avait pas d'effet du traitement de la cendre sur les communautés de carabes globalement, même si on peut observer une modification des communautés qui étaient liées à l'année. Donc pour aller plus loin, on a également étudié les 11 espèces les plus abondantes de carabes. Il en manque une, mais qui ressemble un peu à ces espèces ici. Et en fait, sur ces espèces-là, seulement 2 ont répondu à l'épandage de cendres. Alors, ont répondu positivement. Donc à gauche, Platypus descentis, qui a eu une très forte diminution d'abondance entre 2015 et 2018, mais cette diminution a été moins forte dans les zones ayant eu un épandage de cendres. Donc, l'effet de la cendre a été positif sur cette espèce-là. Et de la même façon, sur Pseudoderus canadensis à droite, il y a eu un effet positif de l'épandage de cendre en 2018. Pour ce qui est de Platypus descentis, on voit également un effet négatif très fort du couvert de fougères. Donc, quel que soit le traitement, il y avait moins d'individus en cas de plus le couvert de fougères augmentait. Donc, pour aller plus loin pour ces 2 espèces, quels étaient les facteurs qui influençaient ces 2 espèces en prenant en compte le réseau trophique? Donc, on a fait 2 modèles différents considérant ou non le réseau trophique. Donc, il y avait un premier modèle avec la cendre qui pouvait influencer la variation. Donc, dès que vous voyez un delta 2018 moins 2015, c'est la valeur de la variable en 2018 moins celle de 2015. Donc, va influencer la variation de pH de l'horizon organique du sol, qui pourrait influencer le niveau trophique inférieur et la végétation. En fait, dans ce modèle-là, il n'y a pas d'effet du niveau trophique inférieur sur le supérieur. Par contre, on a donc également fait un autre modèle avec cet effet-là. Donc, pour ce qui était de Platypus descentis, on observe bien une augmentation du pH, de la variation de pH de l'horizon organique avec la cendre, et cette variation va influencer positivement la variation d'abondance de Platypus descentis. Cependant, cette abondance de cette espèce-là aura été impactée négativement par leur abondance en 2015. Et en fait, on voit un très fort effet de la végétation sur plusieurs taxons, donc sur 2 taxons de détritivores, les diplopodes et les colamboles, et également un effet sur l'abondance de Platypus descentis, comme cela a été montré précédemment. Pour ce qui était de Pseudoderus canadensis, là par contre, c'est un effet direct de la cendre qui a été observé sur leur variation d'abondance.
et on retrouve à peu près les mêmes effets de la végétation de la fougère sur les diplopodes et les colomboles, mais là, cette fois-ci, plus sur Ceroderus canadensis, qui n'était pas montré non plus par les modèles précédents. Donc ainsi, il y a globalement peu d'effets de l'épandage de cendres sur les communautés de carabes. Seulement 2 espèces ont répondu positivement à cet épandage. Et donc, l'effet de la cendre, suivant les modèles montrés, est soit direct, soit indirect via le pH organique du sol. Et on n'observe pas d'effet de l'épandage de cendre qui sera en cascade avec le réseau trophique. Ainsi, il n'y a pas de désavantage d'utiliser à court terme donc la cendre en considérant les communautés de carabes 3 ans après l'épandage. Donc, on observe, ce qui n'était pas attendu dans ces expériences, on observe un effet important du couvert de fougère sur plusieurs taxons, donc sur l'espèce de carabe et sur l'abondance de 2 taxons de détritivores assez importants. Donc, en dernier lieu, je souhaiterais remercier Domtar, Patrick Cartier, Eric Lapointe, le CRSNG et différentes personnes qui ont pu participer à la récolte des données. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Florian, pour ta présentation. On a des questions de l'assistance pour Florian. Donc, on a une question de Daphné Bernier. Bonjour, super présentation, Florian. Super complet. Moi, dans le fond, ma question, c'est est-ce que dans l'installation de tes pièges là, dans tes transects de parcelles cendrées puis contrôle, est-ce que la distance par rapport à la bordure de la parcelle a été mesurée dans le sens où est-ce que peut-être l'endroit où tu as mis tes pièges serait influencé là, par la capacité là, des insectes à traverser les parcelles? Alors, après, normalement, il devait y avoir minimum 200 mètres de distance entre la bordure du peuplement et les pièges fausses, justement pour éviter des effets de bordure, pour avoir peut-être d'autres espèces, d'autres types de peuplement. Mais c'est vrai que de ce point de vue-là, ça pourrait effectivement avoir un effet si le milieu était plus apte à certaines espèces qui n'étaient pas déjà présentes sur le peuplement qu'elles rentrent dans le peuplement. Et donc, il y avait un contrôle de la distance pour éviter l'effet de bordure. Merci. Merci, Florian. Est-ce qu'on a une autre question? Il y a Samuel Colin-Latour. Je te cède la parole pour ta question. Salut, Florian. Merci pour ta présentation. On a vu qu'il n'y avait pas d'effet sur les communautés de carabes, mais au niveau de l'abondance, tu as dit qu'il y en avait une sur les diplopodes puis les colomboles, puis on sait que c'est une grande source de nourriture pour d'autres organismes. Est-ce que tu penses que ça peut avoir un effet pour les autres organismes, étant donné que ça a un effet sur l'abondance de la source d'alimentation? Après, ce qu'on observe, c'est l'effet des fougères, mais pas donc de la cendre. Mais après, c'est vrai que pour ce qui était des fougères. Oui, des fougères. En fait, la cendre n'a pas influencé non plus ces 2 taxons-là. Après, pour ces taxons, c'était une échelle globale de l'abondance totale sans identification à l'espèce. Donc, on peut pas non plus exclure un effet de la cendre, mais on peut pas non plus vraiment le renseigner. Et dans ces espèces-là, c'est plus s'il y a un envahissement, il faut, sachant que ce sont s'il y a un effet des fougères et sachant que ce sont des taxons assez importants de détritivores, est-ce que cela pourrait, suivant le couvert, est-ce que cela pourrait avoir un effet sur la décomposition de l'élitire ou pas? Mais ça, je ne peux pas y répondre. Merci beaucoup, Florian. Il faudrait avoir plus de recherches sur ça. En fait, c'était un effet assez inattendu et donc c'est vrai que là, il faudrait avoir une autre expérience pour étudier vraiment cet effet-là. Merci. Pour ta question, Samuel, et pour la réponse. On va maintenant passer au prochain conférencier, Mathieu Beaumont.
qui est également là, un étudiant au doctorat à l'ISFOR. Est-ce que tu es toujours parmi nous, Mathieu? Oui, je suis présent. Ça va bien? Et ça va bien, toi? Bien, Donc, bien sûr. je te cède la parole pour ta présentation. Bonjour tout le monde. Ça fait longtemps. Ça me fait plaisir de vous présenter aujourd'hui une partie des résultats de mon projet de doctorat que j'effectue sous la supervision d'Angélique Dupuche et Frédéric Doyon. C'est un projet également qui fait partie du projet multidisciplinaire Ancrage du laboratoire de la chaire d'économie en économie écologique du professeur Jérôme Duprat. Ancrage, ça visait entre autres à évaluer l'adoption des pratiques agro-environnementales par le secteur agricole. Mon projet là-dedans visait à évaluer si les haies, brise-vents, les aménagements agroforestiers qui avaient été financés permettaient de rétablir la connectivité à l'échelle du paysage. Donc, l'état de la matrice paysagère s'est grandement transformé là, depuis une quarantaine d'années. Il y a eu une perte systématique des petits boisés de ferme et des petits éléments forestiers résiduels. Là. On parle souvent qu'il y a deux époques, là, avant 1980 puis après 1980, mais c'est vraiment quelque chose de très complexe puis de graduel. Puis depuis l'utilisation à grande échelle de cultures transgéniques puis l'utilisation du glyphosate, je dirais que la situation est rendue très catastrophique là, dans le milieu agricole, dans les basses terres du Saint-Laurent. Je dirais même des fois que c'est post-apocalyptique, mais en même temps, c'est des milieux qui sont quand même plastiques. Puis il y a des solutions qui sont envisagées comme la création d'aménagements agroforestiers, planter des haies forestières dans le milieu agricole, planter des bandes riveraines forestières. On sait qu'il y a des bénéfices concrets associés à ça. Seulement, l'adoption de ces pratiques-là est très opportuniste. Il y a des projets collectifs à gauche, à droite, mais en général, c'est dévalorisé par les producteurs de grains parce que ça enlève la superficie. Mettons, dans les bénéfices, la rentabilité ne vient pas en premier dans la liste. On parle aussi qu'il y a des bénéfices pour la connectivité, mais ce n'est pas si clair que ça. Est-ce que vraiment le fait d'avoir des éléments dans la matrice paysagère agricole, des éléments forestiers, est-ce que ça permet aux organismes de se déplacer plus facilement puis d'augmenter leur taux de survie? D'avoir une meilleure productivité, ça, c'est quelque chose de difficile à répondre, mais c'est l'objet de mon doctorat. Je vous présente ici deux paysages là, de l'étude qui montrent le changement d'utilisation des terres. Donc, on peut voir là, le changement d'utilisation des terres depuis 1990. On voit qu'il y a des patches forestières dans lesquelles j'avais des stations. Dans la matrice paysagère, on voit une perte systématique des petits éléments forestiers, là, tout ce qui est en vert pâle. Là. Ça, c'est représentatif de l'ensemble des basses terres du Saint-Laurent. Tous les petits éléments forestiers comme ça ont été coupés pour faire place à du drainage, pour faire place à... Les entreprises sont de plus en plus grandes. Donc, l'objet de mon projet au départ, c'était d'évaluer si ce qui avait été planté permettait de rétablir la connectivité, mais en gros, finalement, c'est beaucoup plus des éléments qui ont disparu du paysage. C'est l'état de la situation. L'objectif, c'est d'évaluer l'effet des AAF sur la dynamique de la diversité des communautés forestières d'oiseaux dans le paysage agricole fragmenté. Donc, ce qu'on se demande, si la présence d'AAF permettrait de limiter les effets de la fragmentation sur les espèces sensibles à la perte d'habitat forestier. Quand on parle d'AF, on parle de haies plantées. L'idée de départ, c'est de voir si des belles haies comme ça, exemplaires, permettraient de rétablir la connectivité. Mais ce qu'on trouve en général là, dans le territoire, c'est plutôt des haies comme ça qui généralement se retrouvent chez des vieux producteurs agricoles qui louent leurs terres, mais qui ne les ont pas encore vendues à l'entreprise, la plus grosse entreprise du coin qui va les couper aussitôt que ça va être acheté. Mon cadre conceptuel, c'est une approche par paysage. Donc, j'ai échantillonné j'ai fait des inventaires d'oiseaux à l'intérieur de parcelles forestières. Donc, on a un paysage qui est une matrice agricole dans lequel on retrouve des parcelles forestières. Dans ces parcelles forestières-là, j'ai des stations d'inventaire. Ça me permet de mesurer différents indices de diversité à l'échelle du paysage, mais également à l'échelle des stations d'inventaire. Donc, à l'échelle des stations d'inventaire ou de la parcelle, on a une diversité alpha dans chacune des parcelles.
Si on additionne cette diversité-là, on retrouve une diversité gamma qui représente la diversité à l'échelle du paysage. On peut également évaluer une diversité bêta, c'est-à-dire à quel point les communautés entre elles se ressemblent ou pas. On peut évaluer ça entre chacune des parcelles, mais on peut aussi évaluer l'ensemble de la diversité bêta totale pour un paysage. Donc, j'utilise la dynamique de ces différents indices-là en fonction de la présence d'AF, mais aussi de la fragmentation pour évaluer l'effet potentiel des AF. En fait, l'idée, c'est on se dit que la présence d'AF dans la matrice agricole devrait influencer la richesse des communautés forestières. Parce que si on a de la présence d'arbres, ben, on va avoir des communautés plus diversifiées à l'intérieur des boisés. Une diversité alpha plus grande, mais aussi, en général, dans le paysage, une diversité gamma plus grande. Puis les communautés devraient être plus homogènes, donc une diversité bêta qui diminue. Parce que ce qui se passe, c'est qu'on a enlevé tous les éléments forestiers résiduels entre les boisés. Puis là, on veut créer des AF pour rétablir cette connectivité-là. C'est l'idée un peu du projet. Donc, pour ce faire, j'ai échantillonné, j'ai positionné des stations d'inventaire dans des boisés de 19 paysages, 14 paysages fragmentés. Donc, il y a 6 stations par paysage. Ça me donne 84 stations dans des paysages fragmentés et 30 stations dans 5 massifs forestiers, Saint-Bruno, Mont-Saint-Hilaire, Rougemont, des massifs du Montérégienne, également dans le parc de la Yamaska, puis la forêt de Covey Hill dans le sud ici. Mes 14 paysages fragmentés, là, ça a 5 km par 5 km environ, c'est 25 km², puis ils ont un gradient de fragmentation que je présente ici. C'est un peu contre-intuitif là, parce que là, ici, ça augmente, mais ce que ça dit, ici, c'est l'effective mesh size. C'est la probabilité que 2 points tirés au hasard se retrouvent dans la même boisée. Donc, les paysages qui se trouvent ici, ça se trouve être des paysages qui sont caractérisés par quelques grosses parcelles, alors qu'ici, c'est plusieurs petites parcelles. C'est plus fragmenté. C'est un peu l'inverse. Donc, si on pense à la présentation, puis Saint-Antoine sur le Richelieu ici, la présentation Saint-Antoine, c'est davantage des massifs forestiers, alors qu'à Saint-Philippe, ici, Saint-Philippe, c'est vraiment plus fragmenté. Je présente la fragmentation, mais je présente également la proportion d'habitat. Donc, on voit que c'est entre 8 et 16 % d'habitat. C'est majoritairement agricole, là, autour de 80 % agricole. Puis, je présente aussi la variable qui nous intéresse, là, les AF. C'est une mesure, c'est un volume de canopée par hectare de milieu ouvert. Donc, ce n'est pas un volume de bois, là, de tige, c'est vraiment un volume de canopée, puis c'est très, très faible. Là. On parle de 20 mètres cubes à l'hectare jusqu'à 100 mètres cubes à l'hectare. Donc, les paysages qui ont le plus d'AF, si on regarde 100 mètres à droite, 100 mètres à gauche, ce qu'il va avoir, c'est 10 par 10 par 10. Un cube de 10 mètres cubes de canopée. Là. Donc, c'est très faible. J'ai fait aussi la cartographie de ces éléments-là en utilisant le LIDAR. J'ai créé des scripts qui permettent de faire ressortir tous les pixels du milieu ouvert et de faire des polygones autour de ces pixels-là. C'est un projet qui est en cours présentement avec Nature Action. On voudrait publier cette cartographie-là pour l'ensemble des basses terres. Ici, on a une unité là, de 5 km par 5 km où on peut cartographier les haies, les pierres de gué. Chaque élément est caractérisé aussi selon un cadre de classification dans un principe de continuité écologique aussi. Là. Donc, c'est un projet de transfert de connaissances. On voudrait impliquer les partenaires, les aménagistes aussi du territoire là-dedans. Donc, c'est ce que j'utilise pour caractériser les AF. Je vous présente ici 2 diapos là, sur les résultats. Donc, la première diapo, c'est vraiment à l'échelle du paysage. Ce qu'on voit, ce que je présente ici, c'est la diversité gamma, simplement le nombre d'espèces d'oiseaux qui ont été répertoriés dans les massifs versus les paysages fragmentés. Donc, on se rappelle ici, il y a 14 paysages fragmentés et 5 massifs. Ce qu'on voit, c'est que les massifs sont moins diversifiés parce que dans ces milieux-là, il y a moins d'espèces de forêts de succession, il y a moins d'espèces de milieux arbustifs. Les paysages et milieux fragmentés sont plus homogènes, sont plus hétérogènes. Donc, on a plus d'espèces de forêts de succession, de milieux arbustifs. Il y a légèrement plus d'espèces aussi de forêts matures dans les massifs.
C'est la diversité gamma. Si on regarde la diversité gamma pour les paysages fragmentés, on la met en relation avec la fragmentation. Ce qu'on a ici, c'est exactement la même chose qu'ici, simplement exprimé avec un indice de Shannon. Donc, on a nos 14 paysages fragmentés. Puis, on a leur diversité. On voit qu'il n'y a aucun effet de la fragmentation. Aucun effet de la fragmentation ou des AF non plus, ou l'interaction. Donc, la diversité gamma est semblable dans ces paysages-là. La diversité à l'échelle du paysage est semblable. La diversité bêta totale aussi, il n'y a aucun effet. Toutes les communautés ont le même niveau d'homogénéisation. Aucun effet des AF. Ça, c'est pour l'échelle du paysage. Puis ici, je présente à l'échelle des stations. Donc, on a encore une diversité bêta, mais au lieu d'être le niveau d'homogénéisation du paysage, on regarde la différence entre chacune des stations en fonction de variables explicatives. Ce qu'on voit, c'est qu'on peut voir comment l'assemblage des espèces au sein des communautés est influencé par la quantité d'habitat, que je définis ici comme étant la taille de la parcelle forestière pour la station d'écoute donnée. Puis l'habitat local aussi, l'autre variable, qui est en fait le volume de canopée au point d'écoute. On voit clairement que les forêts de milieu, les espèces de forêts matures préfèrent les grandes parcelles avec une canopée volumineuse par rapport aux espèces de bordure, aux espèces de forêts de succession qui préfèrent les plus petites, sont observées plus souvent dans les petites parcelles où le volume est plus bas. Si on met en relation là-dedans les AF, il n'y a aucun effet. La plupart de la variation n'est pas expliquée par les variables. C'est vraiment l'habitat local et la quantité d'habitat qui explique l'assemblage des espèces. Si on regarde la diversité alpha, il n'y a pas d'effet non plus par rapport à la quantité d'habitat. La diversité alpha à l'intérieur des parcelles est toujours semblable. Il n'y a aucun effet des AF. On voit qu'il y a un effet pour les espèces de forêt matures. Plus la taille de la parcelle est grande, plus on a de mentions d'espèces de forêt matures, mais il n'y a aucun effet des AF. Donc, pour finir, je dirais que la quantité d'habitat forestier et les caractéristiques de l'habitat local sont les principaux déterminants à l'assemblage des espèces d'oiseaux au sein des communautés forestières dans les paysages agricoles fortement fragmentés. Puis qu'on n'arrive pas, en fait, les AF n'ont aucune influence sur la dynamique de la diversité forestière au sein des paysages fragmentés. Je propose que pour être en mesure de mieux interpréter les effets de la simplification de la matrice paysagère agricole, on devrait mettre en place des programmes d'inventaire de données empiriques de productivité. C'est des programmes à long terme avec beaucoup plus de données, puis aussi des programmes qui permettent de suivre l'utilisation d'habitat des espèces de ces milieux fragmentés-là, en ayant des programmes vraiment de télémétrie qui nous permettraient d'avoir une meilleure idée de c'est quoi la productivité, c'est quoi le rôle de la connectivité dans ces milieux-là. Présentement, il n'y a pas vraiment de données qui nous permettent de suivre la tendance des espèces forestières dans les basses terres du Saint-Laurent. Je finirai en disant que le modèle actuel de paiement pour services écosystémiques est inadéquat pour limiter les effets de la simplification de la matrice paysagère sur la biodiversité. Je vous présente ici des tableaux qui ont été publiés dans une étude, justement, dans le projet Ancrage par Alejandra, qui est collègue dans le projet Ancrage, qui résume un peu l'adoption des pratiques agro-environnementales dans le programme Prime Vert. On voit en Montérégie, c'est 10 des entreprises qui ont adopté, qui ont participé à un programme agro-environnemental. Donc, ça représente 700 entreprises sur près de 7000. Quand on regarde qu'est-ce qu'ils font avec cet argent-là, il y a seulement 10 qui va à la plantation de haies. Donc, autrement dit, il y a 70 entreprises qui ont planté des haies. Puis, à mon avis, la plupart de ces haies-là, c'est vraiment des haies brise-odeurs le long des bâtiments agricoles. On voit que la majeure partie de l'argent qui a été octroyé au Québec en agro-environnement, c'est pour avoir une meilleure application des pesticides. Là. Donc, dans ce cadre, dans cette situation-là, je juge que les programmes actuels sont inadéquats. Puis ça prendrait vraiment, oui, la sensibilisation, mais une conjoncture qui permettrait de changer la façon de faire pour qu'on ait des impacts significatifs sur la productivité
fauniques dans les milieux fragmentés. Merci. Merci à tous les partenaires, aussi les propriétaires qui ont autorisé l'accès à leur boisée. Merci beaucoup, Mathieu, pour ta présentation. On va maintenant prendre quelques questions du public. Il y a Émilie Ladan qui a une question. Je t'inviterai à ouvrir ta caméra et à poser ta question. Merci Mathieu pour ta présentation. Je me demandais, tu disais qu'il n'y avait pas vraiment d'effet du coup des AF sur les communautés d'oiseaux forestières. Est-ce que ça pourrait être du fait que l'effet bordure recouvrerait tout ton AFF et du coup les caractéristiques forestières cœur d'habitat seraient vraiment pas présentes ou pas assez représentatives dans tes AFF? Oui, en fait, ça, les inventaires, je les ai faits à l'intérieur des boisés. Donc, l'idée, c'était de regarder les communautés de forêt d'intérieur. Puis oui, il y a un effet de bordure dû à la fragmentation qu'on ne voit pas ici parce que j'utilise seulement vraiment les oiseaux entendus à 50 mètres autour du point d'écoute. Donc, je suis vraiment dans la forêt d'intérieur. Okay. Mais si j'élargis mon point d'écoute, oui, il y a un effet de bordure qu'on a voulu contrôler. Ce qu'on voulait voir, c'est si à l'intérieur des milieux forestiers, il y avait un effet de la matrice externe. Ça, on le voit vraiment pas. Moi, je pensais pouvoir le voir. Je pensais que le fait qu'il y ait des pierres de gué, par exemple, la griffe des bois, on sait qu'elle peut se déplacer d'un boisé à l'autre. Je pensais que ça allait avoir un effet, mais on n'arrive pas à le voir parce que j'ai l'impression qu'il n'y avait pas assez de gradient dans mon design. L'état de la situation est à son plus bas. Donc, ouais, on ne voit pas vraiment cet effet-là. OK, merci. Merci beaucoup, Émilie, pour ta question. On a aussi une question là, de David Rivet. Je t'inviterai à la poser. Merci, Mathieu. C'est vraiment intéressant de t'entendre parler là-dessus. En fait, ça a un petit peu répondu à la question, mais effectivement, tu as mesuré très, très peu d'effets des systèmes agroforestiers sur la diversité. Puis je pense que c'était un peu... tu t'attendais à autre chose. Fait que j'aurais aimé ça t'entendre peut-être un peu plus sur qu'est-ce qui explique. Je trouve ça pas dommage, là, mais quand on va voir des aménagistes, des producteurs agricoles, on leur dit « Ah, il n'y a pas eu d'effet des haies, il n'y a pas d'effet de corridor, il n'y a pas de... » Qu'est-ce qu'on leur dit? Oui, il y a différentes choses. Là. Premièrement, c'est sûr que si on met un arbre dans un milieu, ça dépend, il y a un effet d'échelle. Il y a aussi quel organisme qu'on regarde. Là, mais c'est certain que si on met un arbre dans un milieu ouvert, il va y avoir plus de diversité parce qu'il va être utilisé par une corneille qu'il n'aurait pas utilisé s'il n'avait pas été là. Et si on regarde à l'échelle du paysage, l'effet sur la productivité, est-ce que ça fait en sorte que les jeunes peuvent se déplacer plus facilement, survivre plus facilement? Ça, en Montérégie, dans les basses-terres, à mon avis, c'est clair que ça n'a aucun effet présentement parce que les programmes ne sont pas faits pour établir la connectivité. Les programmes sont opportunistes. Les agriculteurs, selon leur bon vouloir, ils veulent faire ça, mais la conjoncture fait plutôt l'inverse. Il n'y a pas beaucoup d'aide pour aider à planter à l'échelle régionale puis changer la matrice. Là, présentement, ça ne se fait pas. Mais je pense que peut-être dans d'autres secteurs, dans le Bas-Saint-Laurent, au Lac-Saint-Jean, où là, je pense qu'il y a eu plus d'efforts. Oui, à mon avis, ça a un effet, mais là, on ne le voit vraiment pas à l'état actuel. Puis, ça dépend toujours des organismes qu'on regarde. C'est une question d'échelle, tout ça. Merci beaucoup, Mathieu. On va passer à la prochaine conférence de Jean-François Houle, qui travaille au Parc national de Plaisance, ici en Outaouais. Puis la présentation de Mathieu était une belle introduction un peu aux thématiques dont il va nous parler. Il va nous parler un peu là, de la petite histoire de l'intégration du volet agricole au moment de la création de l'aire protégée du Parc national de Plaisance. Donc, Jean-François, je te cède la parole et le plancher. Merci beaucoup. Tu peux partager ta présentation.
Ouais. Est-ce que vous voyez tout? Pas encore, non? Ah, ça devrait apparaître. J'ai partagé. On va commencer. Non, on voit rien toujours. Ah, et voilà, ça s'en vient. Ah. Donc, là, c'est ma présentation full frame, comme on dit. Oui, là, on la voit bien. Alors, bonjour tout le monde. Merci aux gens de l'ISFOR de me permettre de vous parler d'une petite tranche de vie de la conservation au Parc national de Plaisance, parce que, bon, le parc est bien connu pour les activités qu'on peut pratiquer, surtout. On peut même marcher sur l'eau. Maintenant, au parc, on a des trottoirs flottants, on a des sentiers sur pilotis sur un demi-kilomètre accessible dès cette année. Mais ce qui se passe derrière le rideau, malheureusement, puis mea culpa, on n'en a pas assez parlé. Fait que toutes ces histoires-là qui sont dans nos tiroirs, bien, on a le goût d'en parler aujourd'hui, puis c'est une belle opportunité. On a des vieilles histoires. Aujourd'hui, ce que je veux vous parler, c'est une vieille histoire, bien, moyennement vieille, mais je trouve qu'elle est encore contemporaine. Puis ça peut illustrer un peu comment ça se passe quand on intègre dans un milieu, une nouvelle aire protégée, comment ça se passe au niveau de la gestion. Donc, voilà. On va parler un peu d'agriculture dans une aire protégée. Je pense que ça pourrait être intéressant. Donc, juste pour vous situer, là, je suis conscient qu'il y a des gens qui connaissent peut-être un peu moins le territoire. On est situé au cœur de la rivière des Outaouais. C'est un petit territoire de 28 km². Comme vous pouvez le voir, c'est beaucoup d'eau et de milieu humide. Donc, c'est 70% de la superficie du parc qui est composée d'eau et de milieu humide. Donc, c'est un des premiers éléments là, forts qui ont mené à la création du parc. On peut dire qu'on est un des grands et fiers représentants de la protection des milieux humides au Québec. Premier élément. Deuxième élément qui a mené à la création, je vous dirais que c'est le fait qu'on est situé dans un important corridor de migration. Donc, c'est plus de 260 espèces d'oiseaux qu'on a observées jusqu'à maintenant au parc sur le territoire. Donc, l'année passée, on a compilé les observations. On est à près de 200 espèces, une centaine d'espèces nicheuses. Et aussi, on s'amuse à dire qu'on fait partie du fameux Club des 100, c'est-à-dire qu'un des rares endroits au Québec où, dans une seule et même journée, on peut, si on est aguerri, entendre et voir une centaine d'espèces différentes sur le territoire. Donc, deuxième élément fort. Troisième élément fort qui est assez particulier à Plaisance, si on se compare aux autres territoires parc national, c'est l'histoire humaine. Donc, ça, c'est d'autres histoires que j'ai dans mes tiroirs. Là, si ça vous tente un jour, je pourrais vous en parler. On a fait des fouilles archéologiques sur plusieurs années avec des groupes d'archéologues, des groupes de recherche avec l'Université Laval et même avec le public pendant 3-4 ans, qui nous ont permis de confirmer une présence humaine à plus de 8000 ans sur le territoire, site funéraire également. On a trouvé site de traite, de poste de traite. Donc, une belle histoire à raconter. Puis une histoire humaine particulière si on vient du côté contemporain. Il faut savoir que dans les années 60, on a fait l'érection du barrage de Carillon à 60 km en aval qui a créé la rivière. Dans le fond, c'est un réservoir. Et toutes les terres ont été inondées, là, les terres du territoire du parc. Donc, c'est 18 familles qui ont été expropriées. Une histoire de drame humain ici. Puis, c'est 18 familles qui ont laissé leurs traces sur le territoire. Puis, c'est 18 familles qui, pour la plupart, étaient des agriculteurs. Alors, ça m'amène à vous parler du volet agricole, évidemment. Mais avant, je vais ouvrir une petite parenthèse. Une petite parenthèse parce que c'est devenu des terres, à ce moment-là, dans les années 60, des terres publiques. Et éventuellement, c'est devenu une réserve faunique. La CEPAC gère 3 types d'établissements. Puis on a la chance en Ottawa d'avoir les 3 types. On a des réserves fauniques. Les réserves fauniques, ce sont de magnifiques territoires naturels, mais ce ne sont pas des aires protégées. La CEPAC ne gère pas seulement des aires protégées, elle gère aussi des réserves fauniques. Puis on a, nous, des 2 bels exemples ici en Outaouais, c'est Papineau-Labelle et la Vérandrie. Donc, on peut avoir de l'exploitation forestière. Il y a de l'exploitation forestière, il y a de la chasse, on peut cueillir, on peut ramasser du bois mort, il pourrait même avoir de l'exploitation minière. Alors, ce sont des beaux territoires, mais non protégés au sens de la loi.
Alors, on était une réserve faunique avant 2002. Puis là, ben, je fais une autre petite parenthèse. C'était pas une réserve faunique particulièrement qui était gérée par la CEPAC. C'était une exception, mais c'était une réserve faunique. La CEPAC gère aussi des centres touristiques qui n'ont pas nécessairement quelque chose à voir avec la nature. On parle du camping des voltigeurs à Drummondville. Ici, on voit les chutes Montmorency. En Outaouais, on a ce type d'établissement qui est le centre touristique du Lac-Simon. Et on a depuis 1999 cédé la gestion des aires protégées parc national à la CEPAC. Alors, c'est important de bien connaître les trois types d'établissements si vous avez allé dans un de ces établissements-là ou à travailler avec parce que ce ne sont pas les mêmes règles, ce n'est pas les mêmes missions. Alors, s'il vous plaît, enlevez de votre vocable « je suis allé dans une CEPAC ». Je ferme la parenthèse. Alors, pour vous mettre dans le contexte, passage de réserve faunique à parc national, à l'époque, quand on a eu le mandat de mettre en place le parc, on était deux, il y avait moi et le directeur. Et là, on ne nous donne pas vraiment de livre de recettes. Puis là, ben, on nous dit maintenant, c'est une nouvelle mission. Puis je vous dirais, bon, il n'y a plus de motoneige, il n'y a plus de 4 roues, il n'y a plus de chiens, c'est plus gratuit. On ne sort plus des aires aménagées, il n'y a plus de cueillette, il n'y a plus de chasse à la sauvagine. Il n'y a plus de trapage et il n'y a plus d'agriculture parce que l'agriculture, proprement dit, contemporaine, ne fait pas partie des éléments des missions des parcs nationaux. On est parti avec ça et on parle d'agriculture aujourd'hui. On avait, avant la création du parc, 145 hectares d'agriculture contemporaine. Pourquoi? Parce que, bon, ça s'était toujours fait, puis les anciens agriculteurs, on leur permettait de continuer. Par contre, c'était sous forme d'appel d'offres, au plus fort la poche, comme on dit. Fait que ça coûtait, il y était 6 agriculteurs à se partager les lots, puis ça coûtait entre 500 et 1 000 $ par année pour faire de l'agriculture sur le territoire. Nous, on s'est rendu compte rapidement en faisant le tour qu'il y avait une soixantaine d'hectares parmi les 145 qui étaient squattés, disons, illégalement. On a commencé par ça, pas parce que c'était plus facile, mais parce que c'était plus évident. Alors, je vous dirais aussi qu'il y avait beaucoup de pression dans le milieu pour que ça continue comme ça, même qu'on continue davantage à développer ce volet-là. Le volet air protégé était très mal connu, donc on a travaillé avec ça, avec le milieu. Il fallait définir, est-ce qu'on garde de l'agriculture? Si oui, pourquoi? Alors, je suis allé rencontrer des gens qui travaillent dans des aires protégées qui en font. Je suis allé au Cap-Tourmente, dans la région de Québec, où ils font de la culture attrayante pour attirer les oies blanches. En tout cas, j'ai débroussaillé un peu les différents modèles. Puis, nous, c'est certain qu'avec l'histoire agricole qu'il y avait sur le territoire, on était un peu sensible au fait de garder peut-être un volet patrimoine paysager, surtout autour d'une maison de ferme qu'on loue. C'est notre seul chalet, en fait. Il y a une vingtaine d'hectares autour qu'on s'est dit que ce serait le fun de garder. Comme je vous le disais, il y avait beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à travailler. On avait à mettre en place un parc aussi. On s'est dit qu'on va y aller graduellement. Donc, la première chose qu'on a fait, c'est qu'on a changé, on a convenu de ça. Et on a par contre appelé les contrats, on a changé le nom, ça s'appelait maintenant des contrats d'entretien du paysage. Et bon, ça a changé un peu la perspective. Et comme on est dans un contexte de parc national, ben, il y avait des règles particulières. Aucun fertilisant chimique, évidemment, et aucun pesticide n'était permis. Tout le monde était bien d'accord avec ça, les agriculteurs avec qui on travaillait. Par contre, on s'est fait dire assez vite que ce n'est pas des planchers de ciment et le rendement va diminuer. Si on y va avec un principe comme ça, on était bien d'accord. Donc, ce qu'on s'est dit, ben, on a dit, écoutez, on va vous permettre de faire de l'agriculture sur 5 ans, puis comme on dit, à cheval de nez, ne regarde pas la bride. On va commencer comme ça. Notre superficie agricole, on l'a réduite à 60 hectares. Et ça a super bien été. Tout le monde était content. On travaillait à ce moment-là avec 4 agriculteurs. Et mais nous, on s'est dit, on va observer ce qui se passe. On est à la première année de la création du parc. On est un peu étourdis. On s'est dit, on va se donner un peu de temps pour voir comment ça évolue. Puis on va faire des observations. On va continuer à documenter.
Et je vous prépare un peu des observations qu'on a faites. Alors, on a vu que dans ces champs-là, puis les champs en friche aussi autour, il y avait des oiseaux qui nichaient. Alors, on a vu des oiseaux passereaux plus communs, mais des oiseaux champêtres comme le gogu, les sturnelles, donc que les nids devaient passer dans la moulinette, évidemment, et d'autres observations comme des nids de canards, plusieurs observations. Ça, c'est une photo que j'ai prise, je vais vous montrer la perspective là, par rapport au plan d'eau. Donc, on se rendait bien compte que les canards ne nichent pas collés sur le plan d'eau, mais vous voyez, j'étais à environ 30 mètres là, du plan d'eau. Donc, souvent entre 10 et 30 mètres du plan d'eau, les canards nichaient, donc ce n'était pas évident non plus à ce niveau-là, on trouvait. Donc, on s'est dit, dans les prochains contrats, dans 5 ans, on va changer la donne. On a fait quand même des actions. Quand on s'apercevait dans certains champs qu'il y avait des oiseaux qui nichaient, particulièrement dans des secteurs, on demandait à l'agriculteur de le contourner. Mais sinon, on s'est dit, dans le prochain contrat, on va faire des ajustements. Ce qu'on a fait comme ajustement, c'est 2 choses. On a gardé les anciennes règles. On a demandé de ne pas faire de coupe avant le 20 juin, comme première coupe, et de garder une bande de protection de 40 mètres en bordure des étangs et des cours d'eau. Bon, la deuxième, ça va de soi pour les canards. Et la première, c'est pour permettre, on sait que les oiseaux passereaux, on peut faire jusqu'à 3 nichés là, par saison, mais on a regardé la littérature un petit peu. Il n'y a rien de scientifique là-dedans. On s'est collé un peu aux ornithologues avec le bureau régional, le ministère de la Faune à l'époque. Puis, on a déterminé que le 20 juin, ça pourrait être une bonne date pour permettre une première nichée complète des oiseaux. Puis après ça, les gens pouvaient couper. La bande de 40 mètres à la deuxième coupe, comme les canards ont fini de nicher, les jeunes sont à l'eau, on permettait aux agriculteurs, rendus à l'automne, quand il y avait une deuxième coupe, on permettait même jusqu'à une troisième coupe. Dans certains cas, c'est arrivé, rarement, mais c'est arrivé d'aller à la bande de 3 mètres quand la nidification était terminée. Alors, le 20 juin, il faut savoir aussi qu'on travaillait, surtout, ça tombait bien avec des producteurs de, comment dirais-je, de vaches à bœuf. Puis là, la coupe tardive, ils nous ont dit, OK, il n'y a pas de problème parce que le taux de protéines est moins important qu'un producteur laitier qui, lui, pour nourrir ses vaches, il va avoir un taux de protéines très, très élevé. On avait un producteur laitier et lui, coupé avant le 20 juin, ça le titillait un petit peu parce que question de protéines. Alors, ce qu'on a convenu avec lui, c'est on a dit, tu as d'autres champs à couper à l'extérieur du parc. Commence par les champs à l'extérieur du parc, puis ensuite, tu termineras avec celui du parc. Je vous dirais que ça a pas mal tombé dans la règle de respecter le 20 juin. C'est arrivé dans la semaine d'avant, quelques fois. Puis sinon, on a réussi à respecter la règle, mais ça a bien été. Donc, on a mis des contraintes de plus. On a dit on va mettre ça 7 ans. On voulait garder, ça allait bien que nos agriculteurs, on était rendus à la fin avec 2. On voulait garder pour entretenir les portions de paysage. On a diminué à 45 hectares. Alors aujourd'hui, le parc, depuis 2014, on a notre maison de ferme avec les 20 hectares autour. Et on a à droite des champs qui sont cultivés, là, qui sont coupés. Ça, c'est un autre 25 hectares à peu près qu'on a gardé encore parce qu'on hésite de le laisser en friche trop rapidement parce qu'on a beaucoup de nard-brun dans la partie sud. Et on n'est pas sûr que c'est une bonne idée de ne pas leur donner un coup de main à ces terres-là avant de les laisser aller. Donc, on se donne du temps pour trouver une solution. Et là, c'est drôle, c'est rendu que c'est nous qui demandons aux gens de couper les champs. Mais on est rendu, ça a pris 10-11 ans pour atteindre l'objectif qu'on avait en tête au début. Donc, on est bien content. Vous voyez ici, on peut faire une carte postale, c'est une photo prise au parc. Vous ne verrez pas ça ailleurs dans d'autres parcs nationaux. On est les seuls à avoir des contrats d'entretien du paysager. On est bien fiers de ça. On amène une couleur différente au réseau et ça garde une parcelle du patrimoine humain qui est important pour nous.
Donc, pas mal fier de ça. Puis, c'est sûr que tout le volet documentation de ce qui se passe dans les champs au niveau aviaire, on n'a pas malheureusement fait beaucoup de travail de ce côté-là, mais il y a des belles opportunités de recherche et de suivi avec les universités. En tout cas, on ouvre la porte. S'il y en a que ça intéresse, on est ouvert à en connaître plus sur le sujet. Alors, merci. C'est tout ce que j'avais. J'ai shrinké une présentation qui aurait pu me prendre une demi-journée. Et en 10 minutes, j'espère que je n'ai pas parlé trop vite puis que c'était assez clair. Alors, je suis prêt à recevoir des questions. Merci beaucoup pour ta très belle présentation puis pour nous avoir partagé un peu l'historique d'un parc si près de nous, ici en Outaouais. Je pense qu'il y a plusieurs personnes parmi nous qui n'étaient pas nécessairement au courant là, de toute cette histoire-là de mise en place. Puis j'ai trouvé ça très intéressant. Je céderai maintenant la place aux questions du public. Est-ce que nous avons quelqu'un de l'assistance qui aurait une question pour M. Houle? Et je vois qu'il y a une personne qui a la main levée, c'est Sylvain Delagrange. Vas-y Sylvain, je te cède la parole. Oui, bonjour Jean-François. Je me souviens de la visite que tu nous avais faite là, sur cette partie-là du territoire. Et puis, je voulais savoir, au niveau du nerprin, là, tu as parlé de son envahissement et de sa présence. Et comment vous gérez ça, finalement, dans le parc? Les herbicides ne sont pas acceptés. Là, donc, est-ce que vous avez développé des façons de faire? Puis si oui, qu'est-ce que c'est et est-ce que ça marche? Je suis en attente d'une subvention, mais en tout cas, j'ai trouvé d'autres moyens de financer, mais je vais avoir 2 étudiants en technique forestière pour 2 ans, un total de 28 semaines, justement pour travailler sur le nerprin. On a travaillé 2 ans à faire l'inventaire assez exhaustif là, de la présence du nerprin sur le territoire. On a étudié un peu les différentes méthodes. Les pesticides, pas les pesticides, les herbicides pourraient être utilisés dans un cas comme le nerprin de façon chirurgicale. Ce qu'on a fait rapidement, je vous dirais, il y a 3 ans, c'est de couper tout ce qu'on avait recensé ou à peu près comme gros nerprin fruitier. Donc ça, c'est une première étape qu'on a fait. Puis probablement aussi d'implantation. On avait des nerprins là, je regarde un pêcheur, là, mais des très gros nerprins fruitiers, puis on pense que la source est là. Mais on va faire différentes techniques d'arrachage, puis probablement qu'on va travailler avec l'équipe de l'ISFOR qui travaille avec Samuel. On aimerait ça combiner parce que il y a du nerprin partout, il y a du nerprin en forêt riparienne, on a du nerprin dans des érablières à sucre. Fait que probablement qu'on va commencer par la forêt riparienne, puis aller graduellement par secteur, puis on va vider des secteurs, puis un projet de replantation aussi. Il va y avoir de l'arrachage, il y a de l'annelage. Il y a de la coupe de prévu, annelage avec herbicide, évidemment. Puis, c'est un projet, là, j'attends mes subventions, là, mais j'ai bien espoir de les avoir. Fait qu'on va avoir un gros 2 ans à travailler sur le nerprin, mêlé aussi au roseau. Je vous dirais que notre gros enjeu au Parc national de Plaisance, entouré en milieu agricole et urbanisé, là, surtout urbanisé, c'est évidemment. Fait que, surtout avec la canopée qui se rouvre, là, le nerprin qui disparaît, qui est à peu près 20-25% de notre biomasse forestière, on craint beaucoup l'apparition de plantes exotiques envahissantes dont le nerprin. Fait qu'on travaille fort là-dessus. Merci. J'étais clair. Je vais rebondir chez Mathieu Beaumont, je vais te donner la parole dans un instant, mais je vais rebondir un peu sur votre réponse pour partager une question de M. Picard qui dit vous avez parlé un peu de l'ouverture de la canopée, probablement beaucoup en lien avec la mortalité du frêne. Puis M. Picard il se demande comment vous allez remplacer les frênes dans le parc de Plaisance là, qui ont subi une forte mortalité là, au cours des dernières années. C'est une très bonne question. Puis d'ailleurs, nous, on se l'est posé. Je ne suis pas un spécialiste en foresterie et j'étais bien embêté
pour cette question-là. C'est pour ça que, là, 3 ans, on a pris notre bâton du pèlerin. Puis, je suis allé voir les gens de l'ISFOR. D'où est né le projet. C'est dans le fond un projet de doctorat de Samuel Rossner qui est un peu pour peut-être pas nous donner la recette, mais nous aider, nous aiguiller un peu dans les choix de gestion qu'on va faire, où on évalue un peu l'impact de la mortalité, des freins. Puis on a intégré pour que ce soit, c'était assez compliqué, mais on a intégré l'impact du castor dans ça aussi, parce que la joke au parc, c'est un peu que la grille s'occupe des freins puis le castor du reste. Là. Fait que on a la plus forte concentration de colonies de castors au Québec aussi, en territoire inexploité. Donc, comment on va faire? Justement, Samuel, s'il était là, il pourrait nous aiguiller un peu, mais on va travailler avec l'ISFOR pour savoir, par exemple, quelle essence on devrait planter. Je sais que là, dans l'air, on parle d'orme, on parle de tilleul. Mais l'autre affaire, c'est qu'on ne replantera pas le parc au complet, on ne reconstruira pas une forêt. Fait que comment on va procéder? Je vous dirais, on a encore des questions en suspens. Mais on travaille là-dessus avec justement les gens de l'ISFOR. Merci beaucoup, Jean-François. Tu pourrais y aller, Mathieu, avec ta question. Oui, bonjour. Merci beaucoup. Excellente présentation. C'est super intéressant. Qu'est-ce que vous faites? Je me demandais si vous aviez eu du financement spécifique là, à la protection du paysage. Est-ce que ça existe, ce genre de projet-là? Est-ce qu'on entend parler un peu qu'on voudrait avoir du financement pour la protection du paysage et de la biodiversité ensemble? Ce qu'on voit, c'est plus du financement pour protéger l'environnement, mais est-ce que au sein du gouvernement ou des décideurs, l'idée d'injecter de l'argent dans les communautés pour protéger le paysage agricole, ça, est-ce que ça existe vraiment présentement? Je ne sais pas, dans le sens que je n'ai pas exploré ça. On était assez autonome là-dedans. Donc, c'est rare qu'on fait des demandes, les parcs nationaux en dehors de nos financements à l'interne. Ça serait bien. Là, j'étais éligible pour une demande à la Fondation de la Faune. Je teste un peu là, pour les plantes exotiques envahissantes, mais non, je ne sais pas si on n'a pas exploré ça du tout. Merci beaucoup, Mathieu, pour ta question. Alors, on va prendre une dernière petite question rapidement là, de Deborah Powell. Je vous invite là, à mettre votre caméra et poser votre question, si vous le voulez bien. Vous avez mentionné le problème avec le nez brun. Est-ce qu'il y a de Phragmites australis aussi sur le territoire? Oui. Et qu'est-ce que vous faites avec? Le roseau, c'est notre principale menace, je vous dirais. Vous avez vu les milieux humides. Je vais essayer de faire une petite histoire courte. Moi, j'ai observé le roseau pour la première fois dans le coin, pas loin du parc à Montebello en 2005, dans les fossés de la route 148. J'ai fait « Oh non, ça s'en vient ». Là, ce qu'on a fait, on aurait dû réagir à ce moment-là. On n'a pas réagi, mais le roseau, on se rend compte que plus on s'attaque à ça de bonne heure, mieux c'est. En 2012, il y a eu des travaux de surcreusage des fossés de la route 148 et ça a été l'explosion. On a laissé évidemment les fossés à nu. Il y a eu un paquet d'îlots qui se sont créés le long de la route 148 en amont. La 148 borde le parc et donc ça battait au vent au-dessus des marais. Et toutes les 3 compagnies d'entrepreneurs qui ont travaillé sur les fossés, on a vu sur leur talus, derrière le camion, des îlots de phragmites au-dessus de nos marais apparaître. Donc, première chose qu'on a fait, c'est de contacter Transport Québec pour dire qu'il y avait du roseau dans les fossés et qu'on est très inquiet. Parce que nous, on voulait bien s'attaquer aux îlots qui commençaient à apparaître dans le parc, mais si on ne coupe pas les vannes en amont, le roseau arrivait par les fossés, ça ne servait à rien, on travaillait pour rien. On continuait d'alimenter
l'arrivée de Roseau. Puis Transport Québec a décidé de collaborer avec nous, merveilleux. Donc, ils sont engagés à faire le contrôle sur la route 148. Nous, ce qu'on a fait, on s'est attaqué aux îlots à l'intérieur du parc. Je vous dirais qu'on a fait un mélange de techniques de coupe répétée, de coupe sous l'eau, de bâchage. On a bâché pas mal de colonies. Ce qui fait, j'ai une présentation là-dessus d'ailleurs que j'ai faite. J'ai des chiffres. On contrôle à peu près présentement de 80%. Ça veut dire, quand je dis contrôle, c'est pas éliminé. On en a éliminé des colonies, mais on contrôle, c'est-à-dire qu'on mène des actions sur à peu près 80% de ce qu'il y a comme îlot dans le parc. Puis je vous dirais qu'en périphérie, c'est 100% qui est contrôlé dans les fossés. Puis les trois entreprises où il y avait des îlots, on les a éliminés à l'herbicide en dehors du parc parce que la coupe répétée, c'était dans des talus, c'était impossible d'aller couper ça ou bâcher ça. Donc, on a, avec une firme privée, éliminé de façon chirurgicale chacune des colonies à l'herbicide. Donc, on est rendu là. Merci. C'est la guerre, oui? On est en guerre. Oui. Merci beaucoup, Jean-François, pour ton excellente présentation et pour tes réponses aux questions. Je vais vous inviter maintenant, on va prendre une petite pause. La prochaine séance, en fait, c'est la séance d'affiches scientifiques des étudiants de l'ISFOR et autres étudiants qui vous présentent, dans le fond, leurs travaux de recherche sur des affiches scientifiques qui se retrouvent dans la salle d'affiches qui est celle voisine à la salle de conférence des présentations. Et donc, on va se redonner rendez-vous ici dans Zoom vers 11h30 pour le mot de la fin du congrès, puis aussi la remise des prix des meilleures présentations étudiantes. Donc, maintenant, je vous invite à aller voter aussi. Proche du kiosque de l'accueil, dans l'espace Gather, il y a des formulaires dispersés un petit peu partout sur les tables. Vous avez juste à vous approcher puis appuyer sur X pour accéder au formulaire pour voter pour les meilleures présentations. Je vais également vous envoyer le lien vers ce formulaire-là par courriel via la plateforme Eventbrite à tous les participants. Donc, je vous invite à voter uniquement pour les types de conférences auxquelles vous avez eu la chance d'assister. Donc, si vous avez juste vu les présentations orales de 10 minutes ou éclairs, vous pouvez voter uniquement pour ces deux catégories-là. Si vous avez manqué beaucoup de présentations, je vous invite à peut-être ne pas voter. C'est même une des options dans le formulaire si vous n'avez pas vu suffisamment de présentations pour vous faire une bonne idée de laquelle était la meilleure. Et donc, je vous remercie encore une fois pour votre participation. Je m'excuse un peu des délais qu'on a eu ce matin ou les retards, mais je voulais laisser aller un peu les discussions, les questions, car c'est une partie importante des colloques. Puis comme on avait un horaire un petit peu plus léger ce matin, j'ai laissé aller un petit peu plus pour les questions. Donc, je vous invite à continuer les discussions dans l'espace Gather, de l'espace ISFOR sur la plateforme Gather. Puis, on se retrouve ici vers 11h30 pour la remise des prix et le mot de la fin.